divisé par 2 le temps d'attente aux urgences. Et ben en fait, on part de là et on se dit ok, tout le personnel soignant, il passe 70% de son temps derrière un ordinateur, à essayer de trouver un lit, à passer une commande de médicaments, à regarder un diagnostic. On va automatiser tout ça. Comme ça, ils passeront plus que 5% et ils auront 2 fois plus de temps avec les patients. Ce que j'ai préféré dans mes 10 ans, je vais pas mentir, c'était le tout début où il y avait tout à construire. J'ai vu qu'on avait une véritable pépite, mais vraiment pas une pépite française ou européenne, un truc mondial, un champion potentiel mondial. Et donc je me suis dit, c'est vraiment le fit, il y a la recherche, je sais comment déployer, et donc boum, allons-y. Tu peux faire jouer ChatGPT aux échecs, il va avoir à peu près 1600 de Hello, ça va tourner sur une machine à 3 millions de $, ça va consommer vachement de compute. De l'autre, tu peux prendre AlphaZero, qui va jouer aux échecs sur ton laptop, donc un micro-modèle qui va coûter rien du tout à l'inférence, et qui va être à 3600, donc qui va être en gros la différence 3600 Hello. C'est ça. C'est un exemple pour dire que les GAFAM et les gros players de l'IA, eux, ils se concentrent sur faire des modèles de plus en plus gros. Donc Gemini 3 par exemple. Nous, c'est spécialisé sur le computer vision. Il me semble que tu peux aussi faire une annonce aujourd'hui à ce micro et on adore les annonces. On a annoncé notre premier client public il n'y a pas très longtemps où on va les aider à faire pas mal de choses, à la fois sur la partie levée de fonds et puis sur la partie déploiement. Et ouais, on est hyper content en fait. Nous, notre vision, c'est l'impact. Il doit être évidemment dans les entreprises. On doit garder des champions. Nos industries, elles doivent rester. Et donc pour ça, il faut qu'elles soient les meilleures du monde. Mais aussi, c'est de l'impact qui se mesure pas en euros, mais qui se mesure en heureux. La France peut-elle encore peser dans l'IA avec des champions tricolores au niveau mondial ? Parmi les prétendants au titre, H Company, souvent appelé H ou H, avec une levée de fonds record annoncée il y a 2 ans à Vivatech, ils étaient sur les rangs. Dans la foulée, 3 des 5 associés annoncent leur départ et en juin dernier, c'est Charles Cantor, fondateur et CEO, qui quitte l'entreprise. C'est dans ce contexte de promesses ambitieuses et de contexte interne complexe que Gauthier Cloy reprend les rênes de H. Il s'arrête aujourd'hui au micro de 40 nuances de Next et comme les centaines d'entrepreneurs qui sont passés dans le média avant lui, il promet de partager ses ambitions comme les sujets qui l'empêchent peut-être aujourd'hui de dormir la nuit. L'occasion aussi de faire l'état de l'art de l'IA, de ses acteurs, de projeter les possibles et les limites et on évoquera évidemment les sujets de compétitivité et de souveraineté. Pour le challenger à mes côtés, Florent Garcia, ravi de t'avoir avec nous. Bonjour Thomas, ravi également de t'avoir Gauthier. Je rappelle que tu es le directeur du Y by BNP Paribas et sans transition, j'accueille officiellement à ce micro Gauthier Cloy, ravi de t'avoir avec nous. Merci. Tu promets de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité? Je le jure. Eh ben on envoie. Feuille blanche. 40 nuances de Next. Je fais pas toujours le pitch des boîtes, des entrepreneurs qu'on reçoit, parce que généralement on connaît par cœur ce qu'ils font. Enfin, mais H, je te cache pas que le jour où j'ai reçu le communiqué de presse annonçant votre levée de fonds record, j'avais Nicolas Dufourcq sur notre plateau. Je me suis dit tiens, je vais lui en parler. C'est quand même une sacrée annonce. J'ai lu, j'ai pas compris. Et donc je me suis dit que ça fait 2 ans que j'attends de vous recevoir pour comprendre pourquoi c'est une telle promesse, une telle attente, et qu'est-ce qui fait que on lève 200 et quelques millions comme ça. Ouais, c'est une très bonne question. Et c'est vrai que je pense que le pitch au début, il était assez vague. En fait, il y avait notamment Laurent Siffre, qui avait, faut le dire, créé beaucoup de choses en IA chez Google. DeepMind, il y restait 10 ans, il a fait AlphaGo, AlphaFold, AlphaStar, il a fait le début de Gemini. Et donc en fait, la première année de H, ça a été son équipe de recherche. C'était... Elle est là la valeur. Et voilà, elle est là la valeur. Après, au bout d'un moment, effectivement, il faut transformer, et c'était vraiment un diamant brut. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé un diamant brut, une technologie, computer use, on pourra en parler, mais et il fallait ensuite en faire quelque chose. Et donc c'est là-dessus que je me suis concentré. Avec un produit, des clients. Exactement. On va vraiment détailler ce que fait aujourd'hui H, si tu veux bien. Je voudrais juste revenir peut-être sur ce que j'ai annoncé en introduction et le contexte dans lequel tu prends les rênes de l'entreprise. Je pense que ça intéressera beaucoup de dirigeants qui nous écoutent. Je disais,
sur 5 fondateurs, 3 qui partent très rapidement, un 4e qui est parti en juin dernier, donc tu l'as remplacé. Comment on arrive dans ce contexte-là où il va falloir, évidemment comprendre. 2, je pense avoir des prises de parole vis-à-vis de l'externe, les clients, les partenaires potentiels, mais aussi au niveau de l'interne pour dire attendez, voilà où on va aller, voilà où moi je pense qu'on peut aller, et en fait on réembarque tout le monde, c'est pas simple. Ouais, non, c'est vrai. Moi je connaissais assez bien H. Je pense que c'est aussi lié à l'histoire de l'entreprise qui s'est lancée, c'est vrai, sur un pitch assez général. Je crois qu'il y avait par exemple dans le pitch, on va faire AGI, Artificial General Intelligence, et puis après qui s'est assez vite, tu le disais, en quelques semaines, concentré sur des technologies computer use, on pourra en parler un peu, mais donc qui s'est concentré là-dessus sur la recherche. Et puis moi effectivement, j'arrive au moment où il faut transformer ça en quelque chose qui est déployable, qui est vendable, qui a des clients, qui peut apporter une utilité. Et alors, mon arrivée, elle se fait donc en juin. C'est vrai, je me posais la question, je connaissais bien évidemment les fondateurs, les investisseurs, mais je ne connaissais pas les équipes, ou en tout cas peu d'entre eux. J'étais super bien accueilli. Je pense que dans l'histoire de l'entreprise, c'est une entreprise qui s'est cherchée. Le mot recherche, c'est vraiment ce qui a démarré H. Et c'est pas forcément une mauvaise chose. En fait, il y a beaucoup la recherche, c'est aussi ne pas savoir exactement dans quelle direction on va aller. Mais il y avait un besoin de direction. Donc j'ai eu la surprise d'être hyper bien accueilli. T'avais préparé, pardon, je vois que tu voulais y aller, Florent, une dernière et je te renvoie la balle, mais tu avais préparé le discours, tu vois, le discours fondateur que tu allais faire aux équipes. Alors c'est marrant parce que pas du tout, et en fait ça s'est fait très vite, parce que moi j'étais donc en poste, j'étais à New York, dans une grande entreprise américaine. Ça se passait très bien. On parle de Palantir. Exactement. Et en fait, ça s'est fait assez vite entre mon départ de Palantir. Je pouvais pas partir comme ça. Et donc, je suis arrivé à Paris. Je suis monté dans la salle de réunion et j'ai rencontré tous les salariés qui étaient réunis, qui savaient pas pourquoi ils étaient réunis. Et puis, Laurent, le cofondateur, a annoncé mon arrivée. J'ai eu plein de questions. On allait prendre des bières après. On a fait une partie d'échecs. On est resté hyper tard. Enfin, c'était vraiment la découverte un peu d'une nouvelle famille d'adoption. C'était vraiment, pour moi, c'était un peu ça, quoi. C'est quoi les questions ? Pardon, j'avais dit que je te... Vas-y, t'inquiète. Ouais. C'était quoi les questions que justement, les premières questions très spontanées Alors, pourquoi t'es rentré en France ? Parce qu'il faut voir quand même que c'était un peu le bazar en France et il y avait plein d'entrepreneurs qui partaient aux US. Pourquoi t'es venu en France ? Des questions, beaucoup de questions autour de Palantir. Est-ce que tu vas refaire H, un Palantir ? J'ai dit non, vous rassurez-vous, on va peut-être prendre le meilleur de mes expériences et de vos expériences, mais on va pas refaire. Donc il y avait beaucoup de questions autour de ça. Puis après, mon parcours, je pense que les gens étaient assez curieux. Moi, j'avais plein de questions pour eux aussi, parce que il y avait quand même... quand je suis arrivé, c'était... C'est ça une rencontre, hein. C'est des questions d'un côté et de l'autre. Exactement. Ouais, beaucoup de curiosité. Moi, je venais d'une boîte qui était hyper forte pour mettre de l'IA, entre guillemets, partout, et de la data partout dans les entreprises, mais j'avais jamais travaillé sur le cœur des modèles. Et là, j'avais des chercheurs qui venaient des meilleurs labs du monde, évidemment les Google, Meta, tous les labs français. Donc passionnant pour moi, quoi. Enfin, vraiment, il y a eu un moment très fort, et je trouve de fit assez cool. Florent ? Ouais, c'est bien parce qu'on comprend que tu saisis l'enjeu, tu vois, il y a une opportunité d'enjeu, t'es aspiré par ça et c'est cool. Mais dans ta question, Thomas, c'est comment on arrive là ? Et moi, je me suis toujours demandé comment on trouve ce poste. Est-ce que on connaît l'environnement, on sait ce qui se passe, on lit la presse, ou alors est-ce que c'est les investisseurs qui disent « Ok, la boîte, elle est en train de trembler, on va aller chercher la meilleure personne demain pour la remonter, pour la redresser ». Comment ça s'est passé, ce fit, ce moment-là ? Ouais, donc ça s'est passé avec pas mal de discussions, hein. C'était sur plusieurs mois. Moi, j'étais très bien dans ma boîte précédente, mais j'avais fait 10 ans. Ça, c'est de la négo pour faire monter les offres. Plus c'est long, plus c'est cher. Non, ouais, et puis pour savoir si ça va fitter, quoi. J'avais aussi discuté avec d'autres boîtes. J'avais un peu une décision à prendre. J'avais envie d'un projet plus
entrepreneurial. Moi, j'avais adoré le tout début de Palantir. On n'avait pas de produit. Quand je suis arrivé, il y avait moins de 5 clients. Il n'y avait pas de produit. Enfin, on a tout construit. Tu rappelles ce qu'est Palantir ? Ouais. Palantir, c'est une entreprise assez intéressante parce qu'elle a commencé vraiment sur... c'est 2004, je crois, la fondation de Palantir. Sur post-attentat du 11 septembre, il y avait toutes les données, mais elles n'étaient pas... compilées entre elles, compilées, etc. Donc en fait, ils auraient pu le savoir à l'avance, ils n'ont pas pu le savoir. Donc c'était parti là-dessus. Donc c'était vraiment, pendant les premières années, c'était que des clients comme ça, FBI, CIA, etc. Et puis, moi, je suis arrivé donc à peu près 10 ans après le début de Palantir, mais c'était resté vraiment quelques clients sur un secteur vraiment très, très précis. Et moi, j'arrive au moment de l'attentat de 2015. Donc je commence à San Francisco et assez vite... le boss me dit Gauthier, t'es le seul Français ou un des seuls Français, faut que t'ailles en France et puis vois ce que tu peux faire avec les services de renseignement français pour les aider. Donc j'arrive en France. C'est passionnant. Ouais, c'était un peu stressant parce que honnêtement, moi ça faisait pas très longtemps que j'étais dans la boîte et donc là, il y a eu, ça a duré quand même 12 mois de discussions, de démos et puis donc on a déployé. Bon, je pourrais revenir sur cette expérience, mais tu me demandes c'est quoi Palantir. C'était très court, pardon. Ouais. et donc du coup, voilà, donc ça c'est le début de la boîte. Et ensuite, et d'ailleurs c'est intéressant, je pense que peu de gens le savent, mais la mutation de Palantir vers le secteur privé, ça s'est passé principalement en France, parce qu'on a signé Airbus, qui est devenu très vite le plus gros client de Palantir, qui avait des problèmes de production, ils n'arrivaient pas à produire assez vite les avions, puis après on a fait des millions de trucs chez Airbus, puis après on a signé plein de comptes du CAC 40, et en fait le produit de Palantir, qui aujourd'hui s'appelle Fonderie, c'est le produit principal de Palantir, il a été créé au début pour Airbus. Cocorico. Donc, Cocorico, exactement. Et bon là je finis sur Palantir, mais c'est quand même la preuve qu'avec des ingénieurs français en France, et avec un gros client français, tu peux faire un truc qui est mondial. Parce que moi, quand je suis arrivé à Palantir, c'était encore une boîte inconnue. Quand je suis parti en juin, ça avait 500 milliards de dollars. C'est la 25e plus grosse boîte mondiale. C'est plus gros que LVMH en valorisation. C'est plus gros que Airbus plus Boeing combiné en valorisation. Enfin, on ne se rend pas compte, mais c'est une boîte qui a pris beaucoup d'ampleur. Et donc, aujourd'hui, c'est quoi ? Il y a encore la partie gouvernement qui existe. Et puis, mais c'est principalement quand même déploiement dans le privé. J'ai fait une longue parenthèse, pardon, mais je reste sur la question de Florent. Donc, comment ça vient, comment on arrive, en fait, c'est quoi le truc, l'argument peut-être, ou l'appel, ou le dernier argument dans la négo qui fait que, ok, je lâche quelque chose que je connais bien pour aller... La 25e plus grosse boîte du monde, tu vois. Ouais. Ouais, en fait... Qui t'a fait flancher ? Dis-nous tout. Non, il y a eu plusieurs trucs. Bon, la première chose, c'est que j'étais donc à New York pour Palantir, après avoir créé la France et puis avoir bossé en Europe, je suis parti à New York. Et quand même, ça vous a pas échappé qu'il y a eu des changements aux États-Unis ces dernières années. Et donc, je pense que j'avais envie aussi de me reconnecter un peu avec l'Europe, avec la France, avec nos valeurs européennes. Donc ça, c'était un premier élément. Le deuxième, j'avais vraiment adoré. Ce que j'ai préféré dans mes 10 ans chez Palantir, c'était le tout début où il y avait tout à construire. Et donc, c'était toujours très intéressant parce qu'on faisait plein de choses, mais il n'y avait plus, évidemment, le tout début. Puis la troisième chose, c'est que j'ai appris à connaître Laurent, ses équipes de chercheurs. J'ai vu qu'on avait une véritable pépite, mais vraiment pas une pépite française ou européenne, un truc mondial, un champion potentiel mondial. Et donc, je me suis dit, c'est vraiment le fit, il y a la recherche. Moi, je sais comment déployer, et donc, boum, allons-y. Cette transition. Vas-y. Parfait. Mais justement, la promesse d'un champion mondial, je reviens sur... Que fait H ? C'est quoi H ? Parce que tu m'as dit, quand on préparait cet échange, genre, nous, on n'a pas de concurrents. Deuxième chose que tu m'as dit, c'est mais les cas d'usage, etc. Tu m'as dit oui, il y a des cas d'usage, mais en fait, nous, notre sujet, c'est pas les cas d'usage. C'est le problème du client qu'il faut résoudre. Une fois qu'on a dit ça, aujourd'hui, parce que d'ailleurs, demain, ce sera peut-être encore d'autres choses, mais aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? C'est quoi le cœur de la machine, en fait, qui fait sa valeur ? Aujourd'hui, H, donc, tu as une première année de recherche qui a permis de produire des modèles qui s'appelle Holo, donc tu as Holo 1, Holo 1.5, Holo 2, on va bientôt sortir Holo 2.5, qui sont des modèles ultra spécialisés,
pour faire ce qu'on appelle le computer use. En gros, si on reprend, nous, ce qu'on fait, c'est apporter de la valeur aux entreprises avec l'IA. Si on reprend un peu les phases, tu as eu d'abord les LLM qui sont arrivés. Donc, questions-réponses, combien j'ai de clients, trouve-moi cette facture, etc. C'était intéressant, on les connaît tous, ChatGPT, le chat, etc. Gemini. Ensuite, deuxième étape, c'est les agents. Donc, on connecte ces LLM au système métier, avec des API, etc. C'est ce que je faisais pendant les 10 dernières années, et notamment les dernières, on crée des agents. Le problème des agents, c'est qu'en fait, il faut les connecter. Et le problème des systèmes métiers des entreprises, notamment des grandes entreprises historiques, c'est complexe. C'est hyper complexe, et surtout, la plupart n'ont pas d'API, donc n'ont pas ces interfaces pour se connecter aux agents. Et donc, moi, j'ai appris pendant mes 10 ans que quand il n'y avait pas d'interface, on pouvait rien faire. On pouvait peut-être récupérer la data, mais ça s'arrêtait là. Et là, donc, il manquait vraiment. Donc, en fait, les projets, ça marchait pour certains trucs, mais on ne pouvait pas tout faire. C'était assez fastidieux. C'est quoi, tu peux pas tout connecter, il y a des bugs, tu n'arrives plus à comprendre d'où ça vient. Puis c'est hyper long, et puis c'est des projets informatiques, et puis tu pars de la technique. En gros, c'est le métier te dit, moi je veux faire un Paris-Marseille. Et puis toi tu lui dis, ok, je t'ai trouvé une place sur un Paris-Lyon, t'as fait déjà les 2 tiers du chemin, t'es content. Tu t'en fous en fait d'être à Lyon, tu veux être à Marseille. Et c'est vraiment ça. Ah ouais, non mais après Lyon et Marseille... c'est bien Lyon, c'est bien Lyon. ouais. Donc non mais on s'est habitué à voir les trucs tout l'agentique dicté par la technique. Qu'est-ce qu'on peut faire? Puis après, du coup, ouais. Et voilà. Et donc nous, on arrive avec le computer use. Donc en fait, le computer use, c'est quoi? C'est tout simplement des petits modèles d'IA qui contrôlent l'ordinateur comme un humain. Donc, ils n'ont pas besoin de se connecter à quoi que ce soit. Ils vont aller sur un logiciel, un ERP. Ah, c'est un intranet, c'est SAP, c'est un logiciel interne métier qui date des années 80. En fait, ils n'ont absolument aucune difficulté à se connecter puisqu'ils le font comme un humain. Clavier, souris, je clique, j'agrandis la fenêtre, je vais... Donc, vraiment comme un humain. Et c'est là, quand j'ai vu que Laurent avait réussi à craquer ce truc-là, je me suis dit, waouh, en fait, c'était le chaînon manquant qui nous empêchait d'aller jusqu'au bout de tous les cas d'usage qu'on déployait. Et surtout, en fait, c'est un changement de paradigme parce que tu peux partir du besoin métier. Et tu lui dis, ok, c'est quoi que tu veux faire? C'est quoi ton résultat? Donc, on citait un exemple tout à l'heure. Un exemple de résultat, c'est pas forcément financier. Ça peut être, je veux diviser par 2 le temps d'attente aux urgences. Ouais. Et en fait, on part de là et on se dit, ok, ah oui, d'accord. En fait, tout le personnel soignant, il passe 70% de son temps derrière un ordinateur, à essayer de trouver un lit, à passer une commande de médicaments, à regarder un diagnostic. En fait, on va automatiser tout ça. Comme ça, ils passeront plus que 5% et ils auront 2 fois plus de temps avec les patients. Et donc, c'est vraiment ce changement de paradigme qui est possible parce que la technologie qui a été développée par la recherche, moi, quand je suis arrivé, il y avait cette technologie. Ce que j'ai rajouté, c'est un produit qui permet de le déployer dans les entreprises, un focus donc sur les entreprises, parce qu'il y avait un peu la question, est-ce qu'on fait du B2C, est-ce qu'on fait du B2B, machin. Donc vraiment ce focus-là. Et puis, et ça c'est ce que j'ai appris dans mon job précédent, la technique c'est que 50% de la valeur. En vrai, il faut que tu puisses aller jusqu'au bout, que les gens l'utilisent sur les bons cas d'utilisation. Et donc ça, c'est la secret sauce de H, et c'est le truc principal que j'ai importé de Palantir, c'est le modèle Forward Deployed Engineer qu'on avait inventé à Palantir, qui est pas un consultant, qui est vraiment quelqu'un que tu envoies chez le client, qui est très bon en technique, très bon en comprendre le métier. Et donc, c'est des profils ultra qualifiés qui vont faire en sorte que tu pars d'une demande et ils sortent pas du client, quitte à dormir sur place, tant que le résultat n'est pas là. Donc, tant que ça n'a pas été divisé par 2, la tour d'attente d'urgence, les gens doivent rester. Donc, dans l'exécution, en fait, tu as la machine, l'IA, mais tu as besoin d'avoir un humain. Parce que c'était un peu ma question. Ouais. Comment ce que tu as codé est capable de comprendre que pour ton histoire des urgences, en fait, un des points clés à regarder, c'est que tu me disais 70% des... Ouais, du temps des soignants est passé devant un écran, en fait, à cliquer sur des trucs qui sont pas faits pour communiquer entre eux. Voilà, ça c'est un humain qui va comprendre que là il y a un sujet, et ensuite il va, je sais pas, ça marche comment, il prompte, il fait quoi, comment tu passes de l'homme à la machine? T'as plein de manières de le faire, donc t'as le prompt classique qu'on connaît, je dois acheter, va dans mon ERP, trouve-moi tous les produits, je suis une boîte de construction, trouve-moi tous les produits que je dois acheter cette semaine, des lampes, des câbles, des trucs, des machins. Va chercher sur internet et aussi dans les outils internes les références,
pour trouver le moins cher, choisis le moins cher, mets-moi un truc pour valider. Donc là, l'humain arrive et il dit « Ah oui, d'accord, je valide ». Et c'est à ce moment-là souvent que tu chopes un peu les informations spécifiques à l'entreprise. Par exemple, tu as trouvé le câble en question qu'il veut acheter sur AliExpress. Il va dire « Ah oui, non mais j'achète pas mes produits sur AliExpress ». Et donc c'est là que le modèle va dire « Ok, pour la prochaine fois, je sais ». Et donc voilà. Et puis ensuite, l'action. Donc je retourne dans le RP, je rentre le truc et tout. Donc tu as plein de manières de le prompter. Tu peux enregistrer ce que tu fais pendant une journée et lui dire voilà ce que je fais, etc. Mais concrètement, quand tu arrives, effectivement, tu t'assois à côté de quelqu'un qui est un opérationnel, donc une infirmière, un médecin, et tu vois ce qu'il fait. Et tu lui dis, ok, laisse-moi revenir cet après-midi, je vais créer... donc on appelle ça des androïdes. En gros, les agents, on considère que c'était limité parce qu'il fallait les connecter à tout. Et donc nous, le mot qu'on a choisi pour définir ce qu'on fait, c'est des androïdes, parce que ça ressemble vachement à ce que font les humains. Donc l'après-midi, je reviens et je te dis, bah voilà, regarde, il fait exactement. Et généralement... à la première itération, on va dire « Ouais, mais non, mais en fait, t'as pas compris, ça, faut pas faire comme ça. Ça, je l'ai fait, mais c'est une exception. » Et donc... L'humain, quoi. L'humain, et puis en fait, l'expérience que les gens ont appris de toute une vie, quoi. Ouais. Et donc, c'est là où tu vas faire 5, 6, parfois 10 itérations. Notre force, c'est qu'en fait, les gens, ils sont sur place, donc tu peux presque faire 10 itérations dans la journée. Parfois, le modèle va pas comprendre un truc, donc là, t'as 40 chercheurs d'un seul coup chez H qui vont améliorer le modèle pour que le lendemain... ils comprennent ce truc. Donc, si tu utilises un modèle externe, tu es obligé d'attendre GPT-6 si ça marche pas. Nous, on a nos propres modèles, donc on va faire ça. Et puis ensuite, il y a la stratégie de déploiement. En fait, si tu t'assois à côté des gens, que tu fais toutes les itérations jusqu'à ce que ce soit parfait, généralement, tu n'as pas besoin de pousser et de dire « faut utiliser de nouvel outil parce que la direction l'a dit ». En fait, les gens vont dire « Mais attends, pourquoi mon voisin peut l'utiliser et pas moi ? J'ai envie d'utiliser ». Donc, en fait, c'est sous ce truc end-to-end qui fait que tu arrives à créer de la valeur. J'ai un petit truc parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a pas mal de temps en amont pour comprendre les process, tu vois, dans les organisations avant de pouvoir implémenter le computer use. Ouais. Donc ça c'est assez intéressant de se dire je vais être à côté de l'humain pour comprendre le process. Et derrière, tu te dis une fois que l'humain il a compris, donc j'imagine que lui-même il a passé beaucoup de temps sur son process, il a vu la valeur et du coup c'est lui qui te permet d'adopter et de faire de la viralité dans la boîte et de dire finalement sur un poste on va le déployer sur 1000 postes. Et c'est là où j'ai un petit lacune technique sur le computer use versus l'agent. Ouais. C'est-à-dire, comment tu le déploies sur 1000 postes, en fait ? J'ai l'impression que c'est un peu plug and play comme truc, un peu miracle. Ouais. Ça me paraît un peu beau aussi d'être présenté comme ça et je comprends pas la techno derrière, comment tu déploies ça, quoi. Ouais, donc c'est parce que en fait, tu as plusieurs manières de le déployer. Donc par exemple, je prenais l'exemple de tous les jours, j'ai plein de demandes d'achat de tous mes chantiers de construction et il faut que je trouve le meilleur endroit pour l'acheter. Donc ça, c'est un truc qui généralement va tourner en back-end. C'est-à-dire que tu vas pas le voir sur ton écran bouger, etc. Par contre, notre interface, elle va te permettre de cliquer et de dire voilà, je veux regarder le dernier run. Et donc, tu vas tout voir. Tu vas voir, il a cliqué, il a été sur Amazon, il a été sur tel site, il a été dans les factures, il a trouvé dans un contrat qu'on avait 20% si on commandait plus de... Donc, en fait, tu vas voir tout ce que l'agent a fait, ce qu'on appelle nous l'Android, et tu vas pouvoir le corriger. Il va venir vers toi quand il aura besoin d'une validation. Donc il va dire hello, donc généralement c'est sous forme de t'as plein d'agents qui tournent en même temps, t'en as pas qu'un, donc en fait t'en as plein qui sont verts, ça veut dire c'est bon, ils tournent, ils font leur boulot, t'en as un qui est orange, ça veut dire lui il attend une validation, et t'en as qui sont rouges, ça veut dire il a pas réussi, tu lui as demandé de faire un truc, il a pas réussi, et donc tu vas cliquer dessus, tu vas faire un replay, et tu vas voir que tu lui avais demandé de détourer un cube dans AutoCAD version chinoise, et qu'en fait, il y avait 7 manières, il y a 7 couteaux dans AutoCAD et il a cliqué sur le mauvais couteau. Et tu vas lui dire, mais non, c'est pas ce couteau-là, c'est pour faire autre chose. Et donc, attends, tu vas lui apprendre. Qui voit qu'il n'a pas cliqué sur le bon couteau ? Le professionnel humain qui a l'habitude de le faire chez le client. Exactement. En fait, c'est le gestionnaire de l'agent, c'est le manager de l'agent qui va faire ça. Ce qui répondra peut-être en partie à une des questions qui fâche, qui est l'IA va-t-il remplacer tous les humains ? Apparemment pas les managers. On peut en parler ou on en parlera peut-être plus tard, mais on en parlera plus tard. Vas-y. Ouais, parce que en fait Thomas a dit un truc que tu nous as dit tout à l'heure et qui nous a tous les deux surpris, c'est tu n'as pas de concurrent. Donc je voulais revenir rapidement sur ce point-là parce que pour moi, si tu n'as pas de concurrent, soit tu as une opportunité énorme, soit tu as un problème énorme. Mais c'est rare qu'il y ait un entre-deux.
Tu peux nous dire pourquoi tu n'as pas de concurrents ? Ouais, alors je pense que déjà dans un an, on aura plein de concurrents. Je pense qu'on commence à voir un peu des choses qui sortent. C'est pour ça qu'on doit aller hyper vite sur le déploiement, et y compris à l'international. Mais en fait, aujourd'hui, la technologie qu'on utilise, Computer Use, elle existe. Tu as Operator dans OpenAI, tu as Manus, tu as Gemini Computer Use. Donc ça, c'est la technologie en fait d'utiliser l'ordinateur comme un humain, quoi, de cliquer, de taper au clavier, etc. Maintenant, quand tu regardes, c'est généralement pour du web. Donc c'est surfer sur internet, quoi. Donc je vais réserver un billet d'avion, je vais aller dans mes mails, etc. Donc c'est assez limité, ça tourne sur leur serveur et c'est pas du tout orienté vers ce qu'on appelle les stacks B2B, c'est-à-dire en gros les logiciels que les entreprises utilisent. Ça va plutôt être orienté sur les benchmarks. Donc tu as des benchmarks, c'est-à-dire un peu comme les Olympiades de mathématiques, quand tu fais des maths avec de l'IA, tu vas avoir OS World, Android World, qui sont des tâches que tu dois exécuter, puis à la fin, tu as une note en fonction de l'exécution. Sauf que ces benchmarks, il se trouve que nous, on les a battus plein de fois, donc on a été les meilleurs du monde plein de fois, et on est toujours aujourd'hui sur plein de benchmarks. Encore aujourd'hui, ouais. Ouais, exactement. Et de loin sur certains benchmarks. Mais en fait, on est passé à l'étape d'après, qui est de dire, en fait, notre benchmark, ça va être nos clients. Parce que quand tu regardes les benchmarks OS World, c'est super sympa, mais c'est généralement Ubuntu avec LibreOffice. Tu dois rentrer une formule Excel entre guillemets dans un tableur qui n'est pas Excel. Et en fait, nous aujourd'hui, on refocus nos modèles de plus en plus vers ce que veulent vraiment nos clients, c'est-à-dire Salesforce, SAP, mon outil interne qui est en noir et blanc, qui existe depuis les années 80, etc. etc. Donc aujourd'hui, Computer Use, il y en a plein qui le font. Computer Use pour le B2B, déjà, t'en trouves très peu. Et Computer Use pour le B2B, avec notre approche Forward Deployed et une plateforme pour le déployer dans les entreprises, t'en as pas. Je pense que la concurrence, elle viendra plutôt des startups que des grosses boîtes d'IA. On pourra en parler, mais c'est pas là-dessus qu'ils se concentrent. Et ouais, on a, je pense, peut-être 9 mois, 1 an sans concurrence, où on doit aller hyper vite. C'est pour ça qu'on ne se concentre pas du tout sur l'Europe et la France uniquement. On doit aller hyper vite. Je pense que parfois, on a tous en tête des exemples de concepts, d'idées ou de boîtes européennes qui étaient hyper novateurs et qui n'existent plus aujourd'hui juste parce qu'en fait, ils n'ont pas su se déployer et aller vite à l'international. Donc nous, on veut vraiment éviter ça et aller le plus vite possible. J'ai 2 questions qui me viennent quand même, parce que pour aller vite, normalement, tu as une techno, les gens l'adaptent depuis chez eux presque tout seuls. Là, tu es obligé à chaque fois de mettre des humains derrière les process. Donc pour aller vite, comment tu vas faire pour déployer rapidement ? Aller vite, c'est d'abord vendre le principe et ensuite trouver les personnes. En fait, donc là, j'ai décrit un peu le début quand tu arrives chez un client. Tu dois comprendre. En fait, tu dois très vite faire en sorte que le CEO puisse dire, si demain tu l'interviews dans ton podcast, alors tu travailles avec H et qu'ils te disent pas, ils sont sympas, c'est une super technologie et tout, mais qu'ils disent, non, en fait, j'ai mis 1 million dans H et j'ai récupéré 10 millions. Et je vais t'expliquer comment et à quel endroit, etc. Donc ça, c'est vraiment notre objectif numéro 1. On doit aller très vite pour ça. Ça, c'est aucune solution, c'est du ROI pur. Ouais, c'est du ROI, donc il faut déployer vite, se concentrer sur les bons trucs, etc. Mais ensuite, une fois que tu l'as fait, donc 6 mois, pendant ce temps-là, tu as embarqué les équipes. Et en fait, le but, c'est qu'ils soient autonomes au bout d'un moment. Qu'ils aient vu comment tu crées des agents, donc il y a plein de manières de le faire, où est-ce que c'est malin, le process, etc. Demain, tu vas leur laisser la main pour créer, modifier les agents. Ouais, bien sûr. Dès le premier jour, en fait, on les embarque avec nous. Et donc c'est comme ça qu'on pourrait le laisser faire des formations et tout, mais ça prendrait beaucoup de temps, on n'a pas ce temps à perdre. On veut vraiment que nos premiers clients puissent monter sur scène et dire ça m'a transformé mon organisation, et donc c'est pour ça qu'on met la sauce, on met le paquet sur. J'essaierai de pas oublier ma question que j'avais tout à l'heure, mais pour rester là-dessus, tu leur laisses la main sur la création des agents. Aujourd'hui, toi, tu es capable d'avoir un delivery qui est a priori parfait, même s'il y a beaucoup d'itérations, parce que c'est vous qui comprenez la machine et donc qui êtes capable d'affiner les agents. Demain, tu laisses la main aux équipes de ton client sur les agents. Qu'est-ce qui t'assure que ça va marcher et que du coup, tu ne perdras pas en qualité de résultats? C'est vraiment ce processus où on les accompagne, c'est-à-dire qu'ils sont avec nous.
Donc en fait, à la fin, ils pourraient presque travailler chez H en tant que Forward Deployed Engineer. T'embarques des gens. Il y a donc cette partie-là qui est vraiment importante pour nous, de créer 3-4 personnes qui sont hyper forts. Aujourd'hui, c'est nous, mais c'est l'ensemble du secteur. Tu peux pas faire grand-chose en autonome. En fait, chez toi, tu peux faire plein de trucs. Dans une boîte, il y a la sécurité, la compliance. Enfin, il y a plein de choses qui font que tu as besoin d'humains qui le déploient. Je pense que si on se projette à 18-24 mois, le produit il évolue hyper vite et on voit déjà des choses où des gens complètement non techniques peuvent déjà créer leurs propres agents sur des choses assez simples. Mais par exemple, on m'a demandé d'organiser un séminaire, il faut que je prenne 100 billets de train, que je les envoie à des gens. Lui, il me dit qu'en fait, il ne viendra pas, donc je veux annuler. En fait, toutes ces choses-là qui ne sont pas très compliquées, où tu peux mettre des validations humaines assez fortes pour pas qu'il achète n'importe quoi, on commence à voir que ça fonctionne, tu vois, sans avoir vraiment besoin. Aujourd'hui, c'est un agent, une tâche. Tu vois, cette histoire de billets d'avion, alors que tu pourrais dire, je vais créer l'agent qui me permet de réserver l'ensemble des événements, des trains, des transports à chaque fois qu'on a un truc dans l'année. Ouais, c'est assez large en fait. Tu peux créer des agents qui ont 5 étapes, tout comme des agents qui en ont 50. Et donc en fait, quand tu zoomes, c'est pour ça qu'on appelle ça des Master Android, parce que, ouais, exactement. Tu as plein d'étapes, donc tu peux lancer 30 agents en parallèle qui vont chercher des trucs sur Internet, pendant ce temps-là, un autre qui va chercher dans tes bases de données. Donc tu as plein d'agents qui vont tourner généralement en parallèle. Et j'ai retrouvé ma question de tout à l'heure, tu parlais de tes androïdes, qui globalement représentent un humain et ce qu'il a l'habitude de faire. Ce qui fait la valeur d'une organisation, à un moment, c'est l'échange entre humains. Donc c'est pareil, il y a un master top agent Android qui va animer tous ces androïdes pour qu'ils se parlent entre eux, qu'ils se comprennent mieux aussi entre eux. Ouais, en fait, comment ça se passe concrètement ? Donc, par exemple, si on prend le cas, je peux reprendre le cas des urgences, par exemple. Ouais. Tu vas dire, OK, donc tu t'assois à côté, tu vois qu'en fait, il y a 10 logiciels différents pour gérer les liens, pour gérer la pharmacie, les analyses médicales, etc. Tu vois un peu comment les humains fonctionnent. Donc, tu vas automatiser tout ça avec des agents, mais en fait, dans ton workflow, tu vas peut-être avoir 30 agents. Y compris d'ailleurs des agents, parce que là on parle beaucoup automatisation, ce qui est généralement, c'est vrai, c'est par ça qu'on commence. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui et comment on peut vous améliorer ? Mais la deuxième grosse partie de ce qu'on fait, c'est les choses qui n'étaient pas possibles avant. Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, il n'y a pas de limite, c'est assez fascinant. Tous les secteurs de l'entreprise sont concernés. Le métier, l'opérationnel, le back-office. Et donc, tu peux te dire, OK, aux urgences, je vais rajouter 30 agents, je sais pas, qui vont vérifier que tous les médicaments sont compatibles, qui vont regarder sur les 30 dernières années les résultats de laboratoire, des trucs que tu pouvais pas faire avant. Et donc effectivement, tu te retrouves avec ce master agent qui coordonne tous ces agents. Si je vous faisais une démo, ce serait plus visuel, mais effectivement, tu le vois très bien. Non, mais c'est hyper intéressant parce que dans la question de Thomas, tu as quelle organisation on recrée. Nous, en tant qu'être humain, tu vois, de se dire, finalement, nous, on est habitués à des organisations très pyramidales. Et là, Thomas, il a raison. On met 30 agents et finalement, on va mettre des agents pour contrôler que les agents ont bien fait leur travail, des agents qui vont manager les contrôleurs. Et en fait, on recrée une pyramide quelque part d'agents, j'ai l'impression aussi, pour aider les humains à côté d'eux. Et on n'a pas, tu vois, un agent qui gouverne tout le monde et qui sait tout faire, comme tu dis, tu vois, l'agent magique. J'ai l'impression qu'il n'est pas encore là, celui-là. Ouais, alors, évidemment, ça dépend vachement des entreprises, mais je crois qu'on n'est pas au stade où tu as, je sais pas, certains pays ont mis un ministre qui est une IA. Je pense qu'on n'est pas du tout encore à ce stade-là. Enfin, nous, en tout cas, c'est pas du tout dans cette direction qu'on va. Par contre, vraiment, effectivement, t'as plein d'agents qui tournent en même temps. T'as les humains qui étaient là, qui en fait peuvent se concentrer vraiment sur l'essentiel, sur les choses pour lesquelles ils sont formés, et arrêter de se battre avec plein d'interfaces différentes. Souvent, quand on interviewe les gens qui commencent à utiliser nos agents, ils nous disent moi, en fait, je me rends compte que je passais 70-80% du temps sur des trucs fastidieux, j'étais fatigué à la fin de la journée, et j'avais pas l'impression d'avoir accompli grand-chose. Ouais, j'ai une dernière question sur le produit parce que tu l'as évoqué et j'aimerais quand même avoir Je suis sûr que ce ne sera pas la dernière. Ouais, peut-être pas. Mais un peu de précision. Et tu as dit un truc hyper intéressant, c'est parfois on met des agents pour faire des tâches qu'on ne faisait pas. Ouais. Et ça, c'est en fait, tu dis, soit effectivement tu peux utiliser l'IA pour améliorer ton efficacité, ta productivité,
soit pour faire des choses que tu faisais pas. Toi, chez les clients aujourd'hui, c'est quoi la proportion? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qu'ils demandent le plus? Alors, généralement, tu commences toujours par les choses qu'ils font. Et c'est très bien d'ailleurs, ça te permet toi aussi de comprendre comment l'entreprise fonctionne. Et assez vite, et c'est souvent notre rôle, plutôt que le rôle du client, D'identifier. d'identifier et de dire, bah tiens, vous êtes un opérateur téléphonique, bon, on a fait des choses un peu sur le service client, mais pourquoi les gens sont obligés d'appeler quand ils n'ont plus Internet? Pourquoi en fait on ne ferait pas des agents qui regardent tout le temps si tout le monde est bien connecté et qui identifient le problème pendant la nuit? Tiens, il y a eu un problème de connexion sur cette box, je vais la réinitialiser. Ah, en fait, il y a un truc qui a cramé à l'intérieur, je vais l'envoyer et en fait, il n'y a plus besoin d'appeler. Tu vois, c'est ce genre de changement de Je paradigme. vois très bien. Et donc ça souvent, ça vient un peu de nous. On se dit, bon bah ok, on a vu comment vous fonctionnez, on comprend. À l'époque, tu pouvais pas avoir un humain qui regarde tous les voyants pour dire ça c'est rouge. Tu pourrais en profiter pour leur dire de faire en sorte qu'on soit plus tous les jours appelé par 100 personnes différentes, parfois maintenant même avec des voix IA. Non mais je te jure, ça rend fou. Ah ouais, bah ouais. Ouais, Pardon, le standard c'était le téléphonique moment coup de gueule. géré par une IA. Ouais, ok, je garde ça en Je tête. compte sur toi. Je veux bien qu'on fasse quand même l'état de l'art, projeter ouais, le marché aujourd'hui de l'IA. Tu disais on n'a pas de concurrents, mais il y a quand même des gros noms Bien sûr. en face. T'as t'as les GAFAM qui sont en train de se poser, et puis on se demande quelle place on pourra, nous, petits Français ou Européens, se faire. Comment tu vois les choses évoluer? Tu as là, je crois, bon, je sais pas exactement quand on diffuse, donc pardon pour les dates, mais on avait OpenAI qui était au top du top, puis il y a eu Gemini qui est arrivé avec un up, et où là même Sam Altman dit ah ouais, effectivement va falloir qu'on se mette en mode urgence chez OpenAI. Comment toi tu observes ça à date et comment tu penses que ça peut servir le futur peut-être de H? Ouais, bah, c'est vrai que tu as les players alors il y a les GAFAM, il y a ceux que tu cites, les grands OpenAI, Anthropic. Eux, ils sont plutôt dans une course sur des modèles de plus en plus gros. Tu les vois pas faire des modèles très spécialisés sur telle ou telle chose. C'est pas leur intérêt parce que ils cannibaliseraient leurs gros modèles qui vendent d'ailleurs de plus en plus cher. Donc tu as cette course sur les LLM d'un côté. Nous, on a choisi de faire quelque chose qui est très transverse, qui est horizontal dans l'entreprise et qui est très spécialisé. Donc nos modèles, ils sont tout petits. Ils coûtent 100 fois moins cher que les gros modèles ChatGPT et compagnie. Mais par contre, ils sont hyper spécialisés sur une tâche. Et ça, on y croit vraiment. Et tu peux regarder, par exemple, sur les échecs, tu peux faire jouer ChatGPT aux échecs. Il va avoir à peu près 1600 de Hello, qui est déjà très bien. Mais ça va coûter... en fait, ça va tourner sur une machine à 3 millions de dollars. Et ça va consommer vachement de compute. De l'autre, tu peux prendre AlphaZero, qui était le modèle d'ailleurs que Laurent a créé chez DeepMind, qui va jouer aux échecs sur ton laptop, donc un micro-modèle qui va coûter rien du tout à l'inférence et qui va être à 3600, donc qui va être en gros la différence 3600 Hello, c'est ça. Exactement. Donc en fait, c'est un exemple pour dire que les GAFAM et les gros players de l'IA, eux, ils se concentrent sur faire des modèles de plus en plus gros. Donc Gemini 3, par exemple, il est super mieux pour faire des photos. Tu peux lui dire, tiens, mets-moi dans un tournoi de tennis en Corse, et puis tu as la photo qui sort. Il va répondre l'âge de Louis XIV. Mais par contre, nous, on se concentre pas du tout là-dessus. C'est pas du tout notre business. Nous, c'est spécialisé sur le computer use. En tant que pur amateur, tu vois, je suis vraiment profane en la matière, je suis pas dans les rouages, mais on pourrait pas imaginer que leur modèle, ce soit des milliers de petits agents / Android comme vous, avec un spécialisé aux échecs, un spécialisé sur ça, et qu'à un moment juste, il y a le truc au-dessus qui est capable de les faire parler entre eux. Ouais, je pense que tu vois déjà un petit peu ça, par exemple... dans GPT-5, il y a un modèle qui va un peu orienter en fonction de la question que tu poses vers un modèle plus ou moins gros. Mais c'est limité. Toi, ce que tu dis, c'est que c'est limité aujourd'hui. Ouais, c'est limité. En tout cas, ils ne se concentrent pas du tout. Mais tu le vois, même quand j'étais chez Palantir, à un moment, Google s'est dit on va faire de la data. On n'a jamais été concurrencé par Google parce qu'en fait, c'est des modèles très différents. Ou OpenAI, j'ai pas mal d'amis qui sont partis forward deployed là-bas. C'est pas du tout la même chose. Ils vont s'attaquer sur les énormes comptes d'OpenAI qui consomment énormément de tokens et ils vont les aider à optimiser l'utilisation des tokens. Donc nous, on est vraiment sur
une niche dont on pense qu'elle est le maillon manquant pour vraiment faire de la valeur dans les entreprises, on ne voit pas du tout ces modèles se rediriger vers des petits modèles spécialisés sur le B2B dans les prochaines années, quoi. Une question peut-être bête, et tu peux te permettre de le dire, mais un mini-agent que tu crées demain chez Airbus, mais parce que le besoin est le même que celui à la FDJ, par exemple, je ne sais pas sur où on va faire des réservations d'événements, c'est le même agent qui va être réutilisé ailleurs, et donc tu as globalement, au fur et à mesure que tu déploies, tu as quand même des savoirs que tu peux réadapter d'une entreprise à l'autre, ou à chaque fois, ça redevient du sur-mesure? Ouais, donc en fait, tu as deux parties en fait, là-dedans. Tu as le modèle. Donc là, le modèle, c'est toujours le même. Par exemple, parfois, il ne va pas bien comprendre une interface. Un exemple récent, c'est les calendriers. C'est assez difficile à comprendre comment tu passes d'un mois à l'autre dans un calendrier. Parfois, c'est en haut à gauche, parfois, c'est une petite flèche, parfois ça commence par le dimanche, parfois, les lettres sont en anglais, en français, en espagnol, en chinois. Donc, les modèles n'étaient pas très bons là-dessus. On les a entraînés sur des millions de faux calendriers pour qu'ils soient parfaits, en les testant, etc., jusqu'à ce qu'on arrive à un truc satisfaisant. Mais ça, c'est le même modèle, même si on a commencé à travailler sur ce modèle pour Française des Jeux United, et qu'on a vu ces calendriers, en fait, ça va aller dans le modèle. Donc, on a toujours un modèle. Ensuite, pour les agents, c'est un peu différent parce qu'effectivement, il y a parfois des briques que tu vas un peu recréer. Donc ça, tu as une ferme d'agents dans la plateforme H où tu peux reprendre les agents. Exactement. Mais généralement, quand même, comme on se concentre sur le retour sur investissement, c'est-à-dire le résultat, chaque entreprise est quand même très différente. Même entre deux banques, tu vas pas avoir les mêmes façons de fonctionner. Donc, il y a quand même beaucoup de sur-mesure au début. Quelle place pour les petites boîtes avec un outil comme H? Aujourd'hui, c'est impossible, en termes de budget, de moyens à allouer. Est-ce que le développement de H permettrait de réduire la taille d'entreprise, bref, le coût d'entrée pour utiliser l'outil? Ou est-ce qu'il faudra des micro-H qui se créent demain parce que ça va faire une grosse différence entre les mastodontes et les petits qui n'ont peut-être pas les moyens de... Ouais, t'as raison. Alors, on commence un peu à travailler avec certaines scale-up, pas tellement sur la partie automatisation, mais plutôt sur la partie nouveau business. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est pas équipé, on n'est pas assez nombreux pour aller travailler avec des PME. On a des très grandes PME, mais comme tu dis, des petites entreprises. Je pense qu'il y a deux scénarios là-dedans. Soit, effectivement, il y a un player qui se met dessus, qui est hyper bon, qui comprend. Ce sera peut-être d'ailleurs un peu vertical parce que c'est difficile de tout faire en même temps. Et dans ces cas-là, c'est super. Soit dans 9 mois, on a une plateforme qui peut être déployée facilement dans les PME, on a suffisamment de gens pour le faire et donc on se positionne là-dessus. Ma question, c'est, on entend souvent il faut être les vendeurs de pelles et de pioches. Est-ce que demain, une solution comme H peut être utilisée par d'autres qui vont le réappliquer à des plus petits? Ouais, alors tu vois par exemple, donc nous on déploie, je te fais le modèle de déploiement quand c'est nous, mais on a des partenaires qui vont déployer. Notamment, tu vois, on se entend très bien avec Artefact et donc tu peux, donc eux ils sont pas spécialisés dans les petites entreprises, mais tu pourrais très bien imaginer un partenaire qui dit ok, j'ai compris, vous avez une super techno, vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas les moyens de le déployer. Moi, il se trouve que je suis le spécialiste des PME dans la restauration. Je prends H et j'en fais un truc dans la restauration. Donc ouais, moi, c'est pas les tout premiers axes là, parce qu'on doit se concentrer sur aller hyper vite aux US, dans plein de géographies et tout. Donc c'est ça notre focus. Mais oui, dans pas très longtemps, ça, c'est une possibilité. Ouais. Et je reste là-dessus, tu parles d'Artefact, c'est la stratégie de déploiement, avoir des gros partenaires sur certains territoires pour déployer beaucoup plus vite. Ouais, on a le déploiement en direct, il est hyper intéressant pour nous parce que tu vois vraiment, t'es là quoi, et à 11h du mat, t'avais un truc, à 11h05, toute l'entreprise est au courant, et travaille dessus, et à 11h30, le modèle ou l'agent ou la plateforme a été mise à jour. Donc ça, c'est important pour nous. Ensuite, effectivement, pour aller loin, vite, etc., on a besoin de partenaires. On les choisit, c'est hyper important de bien les choisir pour nous. Le bon partenaire, c'est celui qui va faire la même chose que nous, à essayer de déployer le plus vite possible. Le mauvais partenaire, c'est celui qui va se dire bon, moi je vends du jour homme, donc je vais essayer de dire à chaque fois ah oui, mais il faut rajouter ça, il faut rajouter ça. Infini. Il y a les bons et mauvais chasseurs et les bons et mauvais partenaires, quoi. Et voilà, exactement. Je veux ensuite qu'on parle de souveraineté, de la place de l'homme versus la machine et l'IA.
peut-être aussi d'empreinte carbone, mais juste avant ça, tu as parlé de la FDJ, il me semble que tu peux aussi faire une annonce aujourd'hui à ce micro, et on adore les annonces. Ouais, donc effectivement, on a annoncé notre premier client public il n'y a pas très longtemps. C'était super. Je pensais pas qu'on arriverait aussi vite parce qu'on a commencé le go-to-market en fait il y a 2 mois, et on sait qu'en B2B, les grands comptes, ça prend du temps. Mais heureusement, on a des grandes entreprises en France qui savent bouger vite. Donc FDJ United, ils tiennent à United, c'est notre premier client. Et là, aujourd'hui, on annonce un partenariat. Alors c'est Handicap International, donc c'est un partenariat avec eux où on va les aider à faire pas mal de choses, à la fois sur la partie levée de fonds et puis sur la partie déploiement de leur matériel médical, notamment sur le terrain. Et ouais, on est hyper content en fait. Nous, notre vision, c'est l'impact, il doit être évidemment dans les entreprises. On doit garder des champions. Nos industries, elles doivent rester. Et donc, pour ça, il faut qu'elles soient les meilleures du monde. Mais aussi, c'est de l'impact qui ne se mesure pas en euros, mais qui se mesure en euros. Ouais, c'est une bonne idée. Donc, typiquement, eux, ils sont arrivés avec plein de problématiques. Tu parlais de nous, c'est pas les questions. Tu dis, j'ai un problème, comment on fait ? Là, il y avait le sujet peut-être d'aller rechercher plus de dons. Ouais, alors tu vois, le premier problème, c'était, en fait, on a perdu beaucoup de dons du gouvernement américain et on a toujours autant de programmes. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait ? Soit on arrête des programmes, ça veut dire, concrètement, c'est des enfants qui ont sauté sur une mine qui n'auront pas la possibilité de marcher. Enfin, c'est vraiment, c'est pas juste, on veut augmenter notre chiffre d'affaires, on avait besoin de cet argent pour, et donc comment on fait ? Et on est parti de là, tu vois. C'était pas, j'ai 3 systèmes différents qui parlent pas entre eux, c'est vraiment... Comment vous faites pour nous rapporter ce qu'on a perdu, un tiers, je ne sais plus exactement le chiffre, mais c'est l'ordre de grandeur. Des dons et des financements. Et de l'autre côté, comment on achemine donc toute la partie logistique. Exactement, parce pareil. Que généralement, les entreprises n'ont pas qu'un problème. Non, et c'est ça qui est fascinant, c'est que tu tires, tu commences à tirer et tu as plein de choses qui sortent. Ah c'est quoi, j'avais prévu de faire autre chose, mais en fait là c'est moi qui vais tirer pour savoir quels sont les problèmes aujourd'hui que auxquels vous confrontez, qu'est-ce qui t'empêche de dormir la nuit en ce moment, toi, tes équipes. Ouais, le principal challenge pour nous, c'est de déployer le plus vite possible. Parce que on a la chance de ne pas avoir de concurrents, et ça va arriver, et c'est très bien, c'est ça d'avoir de la concurrence. Mais donc aujourd'hui, il faut qu'on déploie le plus vite possible dans les grands comptes. Donc en France, en Europe, aux États-Unis, au Canada, dans les pays du Golfe, dans plein d'endroits. Donc c'est vraiment ma priorité numéro 1. Faire en sorte que les gens comprennent ce qu'on fait, qu'on soit visible, signe vite et des résultats rapides. Et du coup, c'est quoi il y a des sujets sur lesquels ça bloque ? Les sujets sur lesquels ça bloque... j'avais fait une petite stat dans mon ancienne entreprise entre le moment où tu commences à discuter et le moment où tu signes. Aux États-Unis, c'était 3 semaines. Et en Europe, en France, ça vaut 6 mois. Ouais, 9 mois. Ah ouais. Ça, c'était chez Palantir. Ouais. C'était une petite stat perso que je m'étais faite. Ça représente pas forcément des chiffres confidentiels de Palantir, mais c'était l'ordre de grandeur. Et du coup, effectivement, et alors, la différence, c'est assez simple. Je peux vous expliquer comment ça se passe. Tu vas aux États-Unis, tu rentres dans la salle, t'expliques ce que tu fais, ils te disent OK. Donc déjà, ils sont en concurrence avec plein d'autres boîtes parce que t'es une boîte de utilities aux États-Unis, t'as 30 fournisseurs d'électricité, 50 de machin. Donc ils sont là, OK, est-ce que nos concurrents l'utilisent ? Quand est-ce qu'on peut l'utiliser ? Et puis t'as tout le monde autour de la table, compliance, sécurité, cyber, achat, etc. Tu fais ta démo, tu fais ton bootcamp, ils disent OK, sortez de la salle 15 minutes. Tu reviens dans la salle, OK, c'est bon, on veut commencer à travailler avec vous. Et nous, mais moi je suis le premier à être comme ça, en Europe, on va plutôt être très bien, on va faire un premier meeting, OK, on se reparle dans 2 semaines. Machin, exactement. Faut que je les convainque en interne. Donc tu fais le parcours du combattant, c'est pour ça que ça prend assez vite 9 mois, et on a un esprit très analytique, on va vouloir trouver la solution parfaite, ce qui fait qu'en fait on se prive parfois un peu de tester vite, et je pense que c'est le principal. Oui, ce qui m'empêche de dormir la nuit, c'est mais attendez, en fait, on a vu qu'il y avait un truc incroyable à faire. Comment ça se fait qu'on soit pas déjà en train de le faire ? Et donc ça, c'est plus notre tempérament un peu européen. Et puis aux États-Unis, c'est autre chose. C'est comment on va vite, comment on recrute les bonnes personnes.
Oui, mais c'est intéressant comme réflexion, même pour nos boîtes respectives, c'est de se dire comment, quand on décide de faire quelque chose, on met tout le monde tout de suite autour de la table, on décide rapidement ensemble, et comme ça, en plus, tu as tous les points de vue sur tous les sujets. Ouais, c'est vrai que c'est une méthode. En fait, quand tu dois aller très vite parce que t'as pas le choix, parce qu'en fait, t'as un marché énorme et tu peux être dépassé par tout le monde, ouais, ça force un peu à... Donc, c'est vrai que c'est assez marrant. Alors, toi, t'attends 15 minutes dehors, tu te dis, bon, t'essaies de regarder. Mais ouais, c'est l'efficacité, quoi. Et est-ce que, parce que on comprend que la décision se fait plus vite, la prise de risque est plus importante aussi, forcément. Bien sûr. Est-ce que finalement, la coupe aussi, parce que tu vois, en Europe, on a le truc de on met longtemps à se décider, par contre, on a une inertie, on met longtemps à couper. Tu vois. Est-ce que eux, tu vois, au bout de 3 mois, si ça plaît pas, boum, ça coupe et passe à autre chose. Au bout de 3 semaines. Ah ouais. Et ça, c'est vraiment... d'ailleurs, c'est comme ça qu'ils font aussi avec les gens. Ils te recrutent super vite. Ils vont pas vérifier tes diplômes. Ils vont pas demander que tu sois dans la top 1, je sais pas quoi, d'école. Mais par contre, si ça marche pas, c'est même pas... t'as une journée ou 24 heures. T'arrives et tu te dis, ah bah non, bah finalement. Bref, du coup, effectivement, il y a cette culture-là. Et c'est pour ça que sur le marché américain, ils respectent 2 trucs, les résultats et la rapidité. Donc, si tu les as pas, tu pars. Pour H, le marché américain, fondamentalement, il semble plus rapide à adresser vu que ça souscrit plus vite, que tu deals plus vite. Donc comment vous voyez ce truc-là? Comment vous voyez ce marché, vous, d'ici? Le marché américain? Eh ben, c'est un marché. Donc on a commencé par la France parce que c'est quand même pas mal d'avoir. Bon, déjà, on a envie de donner la primauté, la primeur de notre solution aux entreprises françaises. On est français. En plus, c'est quand même sympa d'un coup de vélo d'aller chez ton client, de revenir, etc. Donc ça, ça c'est pour l'empreinte carbone. Voilà. Ouais, c'est pas la même empreinte carbone. T'as raison. Et puis, on a eu quand même, en France, effectivement, on est connu pour décider lentement, mais tu vois, Française des Jeux United, ils décident super vite. La CEO l'annonce, Adopt AI, et boum, c'est parti. Donc on a quand même, dans la courbe de Gauss, il y a quand même des gens qui peuvent décider vite. Après, le marché américain, ça va être un très gros marché pour nous. Moi, j'y étais là les 10 derniers jours, je suis rentré hier, c'est pour ça que j'ai peut-être un peu des cernes sous les yeux. On est, on doit le capturer rapidement, notamment parce qu'on n'a pas de concurrents. Et on a une super traction là-bas aussi. Gauthier, tu parles de vos origines françaises, mais aussi de la volonté de déployer à l'international. Il y a un mot qu'on entend beaucoup dans beaucoup de conférences, qui est la souveraineté. Et en fait, quand on entend l'un ou l'autre, ou quelqu'un encore de différent parler, j'ai l'impression qu'on n'a pas déjà, la même définition, deux, forcément pas les mêmes enjeux selon son prisme et de là d'où on regarde. Je serais curieux d'avoir, toi, ta définition de ce qu'est la souveraineté, de ce qu'elle peut être, et des faux questionnements des fois qu'on pose, parce que en fait, c'est plus compliqué, plus complexe que ça. Ouais, non, mais c'est vrai que la souveraineté, il y a tout derrière, quoi. Tu vas avoir un gros GAFAM qui dit nous on est souverain, tu vas avoir une boîte française qui dit nous on est souverain. Moi, ce que je mets derrière la souveraineté, c'est quand même l'absence de dépendance. Et ça, c'est un truc qui est important pour nous chez H. Donc effectivement, tu vois, par exemple, on a un autre cloud où tournent nos produits, nos trainings, etc. Une partie est en France avec Scaleway, une partie est aux États-Unis avec AWS. On a la possibilité, en fait, ce que tu vois, c'est intéressant aussi quand je dis on prend comme un humain, on utilise des interfaces graphiques, c'est que quand tu utilises les API, donc en fait les interfaces back-end, quoi, pour se connecter aux outils, en fait t'es pas à l'abri que le lendemain... Tu parles sur d'autres solutions là. Ouais, sur d'autres solutions, exactement. Oui. Ouais, pardon. Je voulais juste que ce soit clair. Ouais, quand tu utilises le back-end, moi c'est ce que j'utilisais avant, là en fait t'as plein d'entreprises qui ferment leur back-end, qui disent à partir de demain, vous pouvez plus vous connecter. Parce que en fait on veut vous vendre notre IA, maison, etc. Donc tu peux être français, espagnol, ce que tu veux, en fait tu vas être en tout cas dépendant d'avoir ces accès-là. Donc il y a plein de choses derrière dépendance, mais et effectivement je pense que dans souveraineté, il y a des gens, moi je le mets pas dans souveraineté, mais je trouve ça quand même intéressant d'avoir des champions économiques en France, parce que ça veut dire des talents qui reviennent, qui bénéficient à tout le monde, on peut prendre des stagiaires, on peut former des gens, on peut créer des nouvelles boîtes, enfin il y a tout ça derrière. Après, le seul risque que je vois dans la souveraineté, alors déjà quand je parle aux CEO, j'ai vu à peu près une grande partie des CEO des grandes entreprises françaises.
la plupart disent quand même, nous, on fait 70-80% de notre business à l'étranger. Donc en fait, oui, bien sûr, on parle de souveraineté, mais on doit être souverain dans Partout. tous nos pays. Ouais, on doit être souverain partout. Donc voilà. Et le deuxième truc, c'est ça peut pas être un argument de vente. Enfin, ça peut pas être l'argument de vente principal. L'argument de vente principal, c'est on a du résultat très rapide, donc résultat rapide. Ensuite, c'est on a une technologie qui coûte 100 fois moins cher. Et derrière, tout en bas, et by the way, on est souverain. Et sauf dans certains secteurs, centrales nucléaires, la défense, évidemment, là c'est un argument hyper important. Ouais. Et donc, je pense que le risque, c'est que si on se dit trop souverain, c'est qu'on se concentre que là-dessus et qu'en fait, il faut aussi se concentrer sur la valeur qu'on apporte. Donc, pour nous, un bon test, c'est les marchés étrangers, en fait, parce que là, ils s'en fichent complètement qu'on soit français. S'ils nous achètent, c'est que... c'est que vous êtes bon. Voilà. Et si on se prend des coups de poing dans la figure, c'est très bien pour nous, ça nous permet d'être meilleurs. Rapidement, les quelques... Tu voulais rebondir Oui, Thomas, je voulais rebondir parce que les sujets souveraineté, c'est passionnant, mais dans un contexte, un monde un peu bipolarisé sur l'intelligence artificielle, notamment avec les États-Unis, la Chine qui mènent la course, on a la chance pour une fois de pouvoir jouer grâce à une recherche académique, une excellence académique et des scientifiques qui proviennent des meilleurs labos de data science dans le monde, qui reviennent, un peu comme H, comme toi, Gauthier, qui reviennent en France pour l'idée des équipes d'intelligence artificielle. Et donc, on a cette capacité de jouer, il faut le faire. Nous, on a l'ambition chez BNP Paribas de doubler le nombre de startups avec une proposition de valeur sur l'intelligence artificielle d'ici 2028. Alors, on a de la chance, c'est que c'est un marché qui grossit. Donc, on est dans le bon cycle. On va y arriver justement parce qu'on a ces équipes-là qui créent de plus en plus de startups. C'est une centaine de startups IA créées en 2025. Deuxième point sur la souveraineté, si je peux me permettre, c'est que au-delà d'accompagner des entreprises, on ne le fait pas uniquement pour ce sujet de souveraineté. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut leur créer du chiffre d'affaires, en fait. Pour qu'elles puissent exister, il faut qu'elles puissent se développer. Il faut leur acheter leurs produits. Et aujourd'hui, il y a un programme qui s'appelle « Je choisis la French Tech » qu'on a rejoint, qui permet aux grands corporates d'aider les startups et de leur permettre d'augmenter, de créer des revenus. Ça, c'est possible quand les produits sont bons, en fait. Aujourd'hui, tu n'aides pas BNP Paribas et les autres, nous n'aidons pas des entreprises pour des motifs de souveraineté. Nous venons aider les meilleurs produits. Le produit peut être meilleur aussi sur l'empreinte carbone. Quand on parle d'IA, c'est quand même un des sujets qui revient souvent. Je vois même là, quand les gens avaient fait leur comment on appelait ça, là, leur pack... Vous voyez de quoi je parle avec ChatGPT, où tu avais ta tête en mode sous blister avec les trois petits... J'ai oublié comment ça s'appelait, ça. Je me souviens, mais j'ai vu des gens se faire démonter parce qu'effectivement, pour un truc qui n'a pas beaucoup d'intérêt, ça avait consommé je ne sais pas combien d'eau. Donc, bref, tout ça pour rappeler que le sujet de l'empreinte carbone de l'IA, il est important. Ouais. Donc, toujours évidemment à comparer avec ce que ça permet de faire. Mais je serais curieux d'avoir votre regard, votre approche. Est-ce que c'est facile à mesurer déjà ? Ouais, alors c'est sûr qu'il faut remonter assez loin parce que tu dois voir comment l'énergie a été fabriquée, d'où elle vient, et donc ça veut dire où tournent tes algorithmes et tes modèles, et puis combien de temps ils tournent, voilà. Donc on arrive quand même à le mesurer. Il y a une mesure qui est assez simple, c'est souvent assez lié à la consommation électrique et donc au prix que tu payes. Donc ouais, ça c'est un sujet hyper intéressant. Déjà parce que nos valeurs, et je pense que c'est nos valeurs européennes, c'est quelque chose qui est important pour nous, l'empreinte carbone. Deuxièmement, c'est que quand même, en Europe, on a un peu moins de moyens. Certes, on a levé 220 millions, mais c'est presque une levée standard en seed aux États-Unis sur l'IA. Petit joueur. Non, mais il y a des milliards et des milliards qui affluent, par exemple, vers les grands OpenAI et Anthropic. Et donc, ils sont un peu moins contraints de se dire « Ouh là là, mon cluster de GPU, il a cette taille, il faut que j'arrive à faire un truc smart pour que ça tourne le plus efficacement possible. » Voilà, un peu comme des fois, c'est voiture. La contrainte qui crée la vertu. Exactement. Et c'est une vraie contrainte. On n'a pas de moyens illimités. Et donc, en fait, on doit créer des modèles qui sont beaucoup plus efficaces à tourner. Donc, il y a aussi la contrainte économique.
Il y a la contrainte financière, on ne peut pas faire des modèles de taille infinie. Il y a la contrainte économique, quand on les déploie, les entreprises doivent pouvoir les utiliser sans, si elles gagnent 1 million parce qu'elles achètent moins cher ou elles ont plus de clients, mais qu'elles perdent 10 millions parce que nos modèles sont hyper chers, ça ne marche pas non plus. Et puis ensuite, il y a effectivement nos valeurs. Enfin, je pense que quand on trouve des tweaks, quand on trouve des hacks qui permettent à nos modèles de faire 20%, 30%, 50% d'économie de CO2 et d'énergie en moins, on est hyper content. Et donc aujourd'hui, on est sur du x100. Justement, là, tu vois, la vague IA qui arrive, mais en face des vagues, il y a des problématiques comme celle-ci qui arrivent, mais face à ces problématiques du coup qui ont de plus en plus d'ampleur, tu as des solutions. Donc toi, tu dis on a trouvé des hacks, en interne, peut-être en externe aussi, tu peux les partager? Donc c'est vraiment dans la construction du modèle. Aujourd'hui, nous, nos modèles, pour rentrer un peu dans la technique, nos plus petits modèles qui font quand même la plupart des tâches, c'est des modèles 3B. Donc ça veut dire 3 milliards de paramètres. OpenAI, GPT-5, c'est pas public, mais c'est probablement autour d'1 trillion de paramètres. Donc on est vraiment sur presque 1000 fois plus, au moins 300 fois plus. Donc faire des modèles hyper compacts, comment on fait? Quand tu regardes les modèles open source, aujourd'hui, ils sont pas très loin des modèles propriétaires. Et donc, soit tu crées tes modèles from scratch, ce qu'on faisait au début, mais ça veut dire que tu dois apprendre le monde entier, le concept d'une lettre, de l'alphabet, etc. Enfin, donc tu pars vraiment de zéro. Soit tu prends des modèles open source, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, et tu les fine-tunes, tu les spécialises, pour qu'ils soient hyper bons sur ce que tu fais. Et donc en fait, ça consomme beaucoup moins d'énergie. T'as pas besoin de réinventer la roue. Par contre, tu customises ta roue et elle ressemble presque plus à une roue à la fin, mais elle fait exactement ce que tu veux. Une réflexion qui me vient, c'est les hallucinations qu'on peut avoir dans l'IA. Est-ce que plus il y a de paramètres, plus on va être gros, plus il y a d'alus? Ou non, c'est autre chose qui l'explique? Et comment toi vous organisez pour éviter justement qu'il y ait des trucs à côté? Parce que là on parle parfois de vrais modèles qui vont faire le cœur de l'entreprise. Donc faut pas inventer une info, quoi. Bien sûr, donc déjà effectivement les hallucinations généralement c'est sur des sujets où le modèle n'a pas vraiment eu l'information très précise. S'il a eu 200 000 fois le fait que t'es né en 1992, il va pas te dire il est né en 1827. Et donc c'est plutôt sur ce sujet-là plutôt que sur le nombre de paramètres. Après, nous ce qu'on fait c'est qu'on spécialise sur des tâches hyper précises. Et en fait, tu vas avoir dans nos workflows les moments importants, soit une validation humaine, soit un agent qui va vérifier que ça correspond. Et il peut y avoir, donc l'hallucination pour nous, la traduction d'une hallucination, c'est j'étais dans Photoshop, on m'avait demandé de détourer un œil et de changer la couleur. Et en fait, je l'ai détouré avec le mauvais ciseau. Ce serait ça l'équivalent d'une hallucination pour un modèle Android Computer Use. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à la fin, l'humain va voir, il va dire, mais non, mais tu m'as carrément enlevé l'œil parce que tu t'es pris le mauvais outil. Et la donc, gomme. Voilà, exactement, la gomme. Et donc, la prochaine fois, je te montre, c'est pas la gomme, c'est ce truc-là. Donc c'est au moment où l'humain va regarder, qui va dire, donc on n'appelle pas vraiment ça une hallucination parce que c'est plutôt, ça ressemble plus à une erreur en fait, mais comme tu vois, oui, un stagiaire, une hallucination, c'est une erreur aussi, mais bien sûr. Exactement. Mais comme nous, on renvoie pas du texte, on renvoie des actions, c'est beaucoup plus facile de les voir et c'est beaucoup plus facile de les filtrer. De toute façon, avant de l'avoir fait plusieurs fois, tu mets pas un modèle en production sur ces sujets. Rapidement, les gens, l'humain. Et cette phrase qu'on lit parfois, l'IA va remplacer nos métiers et donc nous. Ouais. Donc déjà c'est une vraie question. Enfin, je pense qu'il faut pas être trop naïf. Faut pas la balayer comme ça. Exactement. Ensuite, je pense que c'est une phrase qu'on lit aussi. En fait, c'est pas l'IA qui va te remplacer, c'est quelqu'un qui utilise l'IA qui va remplacer ce que tu fais sans utiliser l'IA. Donc je pense que adopter l'IA, c'est vachement important. Ensuite, ce que je vois, c'est que généralement, les humains aujourd'hui, ils font plein de choses qui sont des tâches manuelles, exhaustives, répétitives, fatigantes. Et donc en fait, quand par exemple, si on prend un commercial, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est entre 60 et 70% du temps du commercial qui est passé devant son ordinateur. À chercher, à regarder. Ses mails, LinkedIn, il va regarder un truc, il va envoyer, il va chercher, etc. Si on réduit ça à 5%, on pourrait se dire, l'entreprise, elle va licencier 30 commerciaux, puisqu'en fait, il n'y a plus besoin. Mais
ce qu'on voit plutôt, C'est que les qu'en fait- 95% du temps, il va les passer à vendre. Exactement. Et Et donc donc, il à créer de la va valeur. 3 fois plus de clients. Donc, en fait, si tu passes un commercial, je sais pas, qui peut traiter 20 à qui peut traiter 60, c'est complètement idiot de le licencier. Donc, je dirais que 95% des cas, c'est plutôt ça. Un développeur qui va aller beaucoup plus vite, si on parle du code, en fait, il va faire plus de choses. Et ensuite, effectivement, je pense qu'il y a des métiers qui vont évoluer. Tu vois, par exemple, ma sœur, elle était traductrice écrite. Aujourd'hui, ça a été quand même remplacé par l'IA. Et donc, elle s'est retrouvée à faire rédactrice sur des sites internet, etc. Qui est aussi quelque chose qui est en train d'être remplacé par l'IA. Et aujourd'hui, en fait, elle manage l'IA, elle écrit des trucs, elle utilise l'IA pour améliorer, donc elle fait plus d'articles, qu'elle trouve de meilleure qualité. Donc, en fait, il va y avoir certains métiers, mais je pense qu'on est autour de 5%, qui sont vraiment les métiers cœur de l'IA. Et là, effectivement, c'est important pour les entreprises de faire de la formation. En Europe, je trouve qu'on est assez immunisé parce que, par contre, aux États-Unis, effectivement, tu as un peu plus la loi de très bien, merci beaucoup pour tes services, c'est fini. En Europe, j'ai jamais vu une boîte qui a pris ce genre de décision, mais c'est plutôt, on a quelqu'un de très compétent, on va le réorienter sur quelque chose. Et puis, tu vois, tu parlais des développeurs, mais tu as des boîtes qui en sont revenues aussi de tout laisser coder par, Ah bah ouais. par la machine. Hein. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'on apprend ce qui marche bien, ce qui marche pas. Mais je pense qu'on rentre plutôt dans une ère où tu vas avoir besoin de l'IA si tu veux être une vraie boîte, si tu veux être une industrie compétitive, si tu veux être une banque compétitive. Si tu n'utilises pas l'IA, tu vas être out of market, plutôt que j'utilise l'IA pour faire exactement la même chose avec moins de gens. Avant de passer à plein de questions peut-être plus perso, Ok. j'ai cette question surprise en transition pour parler encore de toi, mais à travers la boîte. Vous avez un message. Gauthier, peux-tu nous dire quel type de manager, de leader tu es? Question de Julie Huguet. Ok, très bonne question. Eh bien, alors, quel type Directrice de... de la French Tech, pardon. Oui. Eh bien, quel type de manager? Alors, bon, évidemment, j'aurais préféré qu'on pose la question à quelqu'un qui bosse avec moi. Non, je crois que... Et moi, justement, il arrive derrière toi. Ok. Moi, j'adore... Je viens d'une assez grande famille. J'adore vraiment l'équipe. Pour moi, c'est un truc... hyper important. Je suis pas un manager très vertical. Je crois vraiment au management où tu as des petites équipes squad hyper indépendantes, presque colonies d'artistes qui fonctionnent entre eux, plutôt que je suis le PDG, ensuite il y a mes DG, ensuite etc. Parce que je pense que notamment dans une entreprise comme H, il y a beaucoup d'idées qui vont venir de quelqu'un qui à 19h, après avoir discuté avec 3 personnes, se dit tiens, j'ai envie de faire ça. Et si on lui dit ah oui, non mais alors d'accord, mais il faut que tu Ça le remonte présentes, et que ça remonte. Exactement. Déjà 90% du temps il va se dire bon la flemme de présenter mon truc à un meeting qui a lieu dans 3 semaines. Oui, vas-y, est-ce qu'il n'y a pas d'autres boîtes où je pourrais aller plus vite pour Où le il faire? va partir, Ouais. exactement. Et par contre, s'il sait qu'en fait, c'est vachement encouragé et qu'il peut, s'il a envie, passer la nuit ou passer le lendemain à se concentrer là-dessus, je pense qu'on va avoir, et d'ailleurs c'est les super innovations qu'on a chez H, elles sont jamais dans la roadmap. C'est quelqu'un qui s'est dit tiens, je suis chaud, je veux me motiver là-dessus. Parfois elles sont dans la roadmap, mais pas toujours. Donc ça, j'y crois vachement. Je pense que derrière, ça veut dire aussi accepter une part de chaos. Parce que peut-être qu'il y a 2 personnes dans un bureau, on a un bureau à Londres, un bureau à New York, un bureau à Paris, qui vont faire les mêmes choses en même temps. Donc ça, il faut l'accepter en fait. Au bout d'un moment, assez vite, ils vont se rendre compte. Mais je pense qu'il faut accepter l'inconvénient de cet avantage de pouvoir aller hyper vite. Moi, j'ai une politique porte ouverte. Tout le monde peut venir me parler. J'adore passer du temps avec les équipes. Alors en ce moment, je passe pas mal de temps à l'extérieur. C'est un peu frustrant. Mais ouais. Et puis ensuite, je crois vraiment au fait que c'est les gens qui définissent l'organisation. Donc par exemple, dans notre modèle de recrutement, on n'a pas fait une org chart hyper structurée en disant « Ah là, il y a un trou, il faut remplacer, il faut mettre quelqu'un, etc. » Mais plutôt, waouh, on a un super profil qui a fait le wagon plus, une fac d'anthropologie, plus ça.
Oui, il trouvera bien quoi faire chez nous, quoi. Exactement, et comment positionner les gens. Et donc, à se baser sur les forces, comprendre les forces de chacun et essayer de faire grandir sur les forces. Et on s'en fiche un peu des faiblesses, on se concentre sur là où ils sont très très bons. C'est marrant parce que côté client, tu penses quelle solution, et ça c'est le point de départ. Et de l'autre côté recrutement, vous pensez d'abord quelles compétences, quel parcours, quel background. Ouais, exactement. Ouais. Tu l'as dit, hein, chez moi c'est porte ouverte. Tu as répondu jusqu'ici à toutes nos questions, y compris sur l'arrivée chez H. Il y a une question que je t'ai pas posée, sur laquelle j'avais vraiment envie d'aller, c'est le sujet M&A, à la fois en croissance externe. Je ne sais pas si c'est des sujets auxquels vous réfléchissez aujourd'hui. Tu l'as dit, on a pas mal de cash en ce moment, donc potentiellement pour ça. Vu le marché, il est possible aussi que vous alliez refaire un petit tour de table. Et inversement, est-ce que ça a frappé à votre porte avec des propositions d'achat? Ouais, alors sur le M&A, donc intégrer des pépites d'autres entreprises ou d'autres équipes, ouais, on nous pousse des dossiers, on regarde toujours. On a fait une acquisition avant que j'arrive sur la sécurité, un truc très précis qui était important pour nous. Mais aujourd'hui, on est vraiment en mode sprint. On doit aller hyper vite, on n'a pas de concurrents, on doit se déployer partout. Et donc, faire un stop de 5 minutes au stand pour c'est pas possible. Intégrer une équipe, même si elle est super. Et ça se fait pas en 5 minutes. Voilà. Exactement. Donc aujourd'hui, on n'a pas vraiment ce temps-là. Donc, on regarde quand même parce qu'on ne veut pas se fermer de porte. Mais la dynamique, c'est plutôt d'essayer de se déployer le plus vite possible. Ensuite, oui, on nous a fait des offres de rachat. Évidemment, je ne peux pas citer les Ce qui boîtes. m'intéresse moins, c'est de savoir la typologie des acteurs. Ouais. Ça, je trouve C'est ça un acronyme. À la fois, pardon, et je vais te laisser répondre, mais à la fois sur la typologie de leur activité ou de leur zone géographique. Ouais. Souvent, on les définit avec un acronyme à 5 lettres qui commence par gars, qui finit par femme, et donc souvent elles sont américaines. Ouais, on en a eu pas qu'un seul dans ces gars-femmes. On a dit non. Pourquoi, même si les offres étaient belles, pourquoi? Parce qu'en fait, on pense que vraiment on peut créer un champion mondial avec H. Et moi, j'ai vu que c'était pas si difficile. Palantir, aujourd'hui, c'est 500 milliards. Il n'y a pas d'entreprise qui vaut plus en Europe que Palantir. Si Palantir était européen, ce serait la première boîte. Et pourtant, c'est pas si difficile. C'est du temps. Il faut avoir une vraie vision. Il faut avoir un produit qui marche bien. Il faut savoir le déployer chez les clients. Il faut créer de la valeur, parce que sinon, on ne sera jamais payé. Mais voilà, moi j'y crois vraiment et je pense qu'on peut faire quelque chose de potentiellement même plus gros. Donc on va pas, au bout d'1 an et demi, dire... T'as compris Thomas, c'est pas encore porte ouverte sur l'exit là. Sinon... Mais venez avec vos offres un jour si dans vous voulez. Cash Out avec plaisir. D'ailleurs, c'est une question que je t'ai pas posée au moment où tu rentres. Quand tu n'es pas le fondateur, quand tu arrives après un gros premier tour, j'imagine qu'il y a quand même le sujet de l'equity. Ouais. Je sais pas si tu en parles facilement, mais ouais. Ouais, en fait, l'equity, c'est assez simple. Tout le monde en a dans la boîte. Donc ça, c'est vraiment important. On va faire un champion mondial. Donc les gens qui nous rejoignent, Il là, faut on les est 80. ouais. Bien sûr. En fait, on est tous cofondateurs de la boîte à ce stade. Tu as moins de 100 personnes. Tout le monde a un rôle hyper clé à tous les niveaux. Et après, avec une grosse levée comme ça, Ouais. tout le monde ouais. est majoritaire? Les employés, oui, sont majoritaires. Ouais. Bon, après, tu as la question des BSPCE, où tu les exerces, etc. Mais si tu inclus les BSPCE, effectivement, ouais, en fait, il y a... Parce que ça aurait pu être un risque. Ouais. Non. Ok. Pardon. Donc ouais, pas mal de sujets perso et en fait là, pardon, mais j'ai reçu toutes les questions pendant qu'on était en train de tourner, donc je les lis en même temps que donc ce sera un peu désordonné, mais en fait c'est quand même beaucoup de questions perso, donc ça va être bien pour la fin. On a aussi 2 rubriques incontournables sur 40 nuances de Next et je vais commencer par celle-ci, c'est la claque.
c'est une gentille claque là, mais il n'y a pas un entrepreneur ou un humain, d'ailleurs au sens large, qui n'a pas vécu des claques dans sa vie. La question c'est qu'est-ce qu'on en fait. À minima, on peut les partager. Ouais, alors des claques, oui, j'en ai vécu pas mal. Il y en a une qui me vient, qui est pour le coup pas entrepreneur, mais donc j'étais prof dans un lycée public à Paris, et j'avais une classe de seconde, une classe de première S, une classe de première L. J'étais prof de maths. Et la rentrée de seconde, j'arrive dans la classe. Et je me dis, en plus, j'avais pas beaucoup d'écart d'âge avec les élèves, je dois avoir 5-6 ans. Et je me dis, c'est super, ils vont trop m'aimer parce que je suis cool et tout. Et en fait, claque, peut-être qu'ils m'aimaient bien, mais brouhaha total, impossible de mettre de l'ordre. Les enfants de faire... Donc t'essayes tout, tu tapes, tu cries, voilà. Et c'était hyper dur. Oui. Non, à l'époque on avait encore le droit de... Non. Et donc, ouais, effectivement, la claque, quoi. Un cours, 2 cours. Alors que les premières ça se passait bien, mais avec cette classe c'était hyper dur et je savais pas quoi faire. Et il y en avait un qui était vraiment hyper agressif. Si je lui disais, tu parles, monsieur, c'est toujours moi et tout. Et même quand je parlais à quelqu'un d'autre, je disais, c'est pas lui. Et à la fin, une fin de cours, je l'ai gardé. Je lui ai dit, écoute, tu vois, mets-toi à ma place. Moi, j'essaye de faire cours, j'y arrive pas. Tu vois, qu'est-ce que tu ferais à ma place, quoi. Et on parle vachement, et il était super surpris que je lui pose cette question. Je pense qu'il était plutôt habitué à des rapports de force, c'était vraiment le cancre de la classe, et il était en fight avec tous les autres profs. Et puis on a une longue discussion, mais vraiment d'humain à humain, quoi, d'adulte à adulte, pas de prof à enfant. Ouais. Et le cours d'après, j'arrive. Et là, au premier rang, en plus, il y avait 2 bonnes élèves qui commencent un peu à parler. Et lui, il se fait faire « Ouais, vous voyez pas que le prof, il peut pas faire cours, là !» Et en fait, il m'a changé l'ambiance de la classe. En fait, c'était le mec le plus puissant de la classe. Il fallait juste l'avoir de son côté. Et donc, ce que je me suis dit, ce que j'ai retenu de ça, c'est les rapports de force, ça marche jamais. C'est complètement idiot de rentrer dans un rapport de force. Et par contre... C'est plus d'énergie et pas toujours plus de résultats. Ouais, franchement. Mais par contre, de considérer l'autre, même si on considère que, je sais pas, il est plus jeune, il est truc, il est machin, c'est un subordonné. En fait, non, c'est un égal, c'est un humain comme toi. Et de l'aborder partout. Généralement, tu vas avoir la même réaction, en fait. Et donc, ouais, après, ça s'est beaucoup mieux passé. Vous avez un message. Si vous pouviez supprimer, anéantir, retirer de l'espèce humaine un défaut ou un trait de caractère négatif, lequel serait-il ? Tu peux nous dire qui pose la question ? Ouais, j'ai reconnu la voix. Donc c'est mon meilleur ami d'enfance, Geoffroy, qui doit la poser, j'imagine, de Bretagne, du petit village où on a grandi. Et donc il me demande de faire l'eugéniste et de modifier la race humaine. Un simple défaut, pas toute la race. On change juste un petit code à CRISPR dans l'ADN, c'est tout. Ouais. Non, mais je pense que je pense que il y a plein de trucs qui me viennent évidemment. Je pense que l'esprit de compétition est utile, ça nous permet de donner le meilleur de nous-mêmes. Mais non. Mais voilà, parfois on se trompe un peu de territoire. Par exemple, dans une entreprise, la compétition, le territoire, il doit être à l'extérieur. Ça doit pas être à l'intérieur. Ça doit pas être moi je veux la plus grosse équipe, voilà. Et au-delà de ça, je pense que même aujourd'hui dans l'IA, le terrain, il doit être toutes les boîtes d'IA françaises, en fait, elles doivent jouer la team parce qu'on est Team France et on doit attaquer le monde. Et ça, je pense que sur le papier, peut-être tout le monde sera d'accord avec moi, mais généralement, assez vite, il y a mais celle-là est mieux que l'autre. Et puis, donc ça, je pense que jouer en équipe, évidemment, il faut une concurrence saine, mais jouer en équipe, c'est hyper important. Et l'humilité, je rajouterais quand même, c'est aussi un truc vraiment clé. Parce que je pense que même si on fait des trucs bien, faut se remettre à sa place. C'est jamais, on change jamais le monde de manière
énorme. Et surtout, quand on perd l'immunité, on perd la capacité de se remettre en question et donc on devient un peu nul. Ce serait quoi jouer la Team France dans l'écosystème IA aujourd'hui ? C'est déjà un peu le cas, hein. Je pense que tu vois, je parlais par exemple Artefact, on va sans doute faire du go-to-market avec eux, ils sont très présents dans les pays du Golfe par exemple. Là j'ai passé 10 jours aux États-Unis, j'ai rencontré plein de gens de la French Tech, San Francisco, Miami, New York. Ils sont tous en train de dire « Ah mais attends, mais je connais le directeur de telle banque. » Et ça, c'est parce que c'est des Français qui veulent aider les Français, même s'ils sont installés là-bas. Ça, je pense que c'est un truc qui est vachement important, plutôt que de dire « Moi, je suis un entrepreneur français, j'ai pas envie qu'il y en ait un qui vole la vedette. » Exactement. Ça, c'est intéressant, parce que ton point de vue sur cette communauté d'entrepreneurs français, qui se soutient, mine de rien, parce qu'on est assez facilement tenté de bâcher un peu la French Tech, ça se fait régulièrement. Moi, j'ai le même sentiment que toi. Tu vois, à San Francisco, il y a une vraie communauté française qui s'entraide. À Berlin aussi. Toi, c'est quoi ta vision là-dessus, ton sentiment ? Ah ouais, moi, complètement. Franchement, je trouve que... Mais je pense qu'on a un pays quand même auquel... Même j'ai rencontré des gens qui sont partis depuis 20, 30, 40 ans. Et en fait, ils sont toujours hyper attachés à la France. D'ailleurs, ils sont presque tristes de ne pas être plus sollicités. Et donc, San Francisco, il y a une communauté French Tech qui est énorme. Il y a French Founders. Miami, il y a plein d'entrepreneurs qui sont installés là-bas. Je discutais avec Marc Ménassé qui est à Madines par exemple, qui me dit mais vas-y, je t'aide. En fait, tu sens vraiment cette communauté. Alors peut-être que tu rencontres que ceux qui sont dans les réseaux qui veulent aider, mais ouais, il y a une communauté hyper forte. En Allemagne, pareil. J'ai fait les pays du Golfe aussi récemment, pareil. Au Canada, il y a une super présidente de la French Tech Toronto qui s'appelle Estelle Chan, qui vient d'ailleurs de recevoir l'ordre du mérite, j'ai vu ça tout à l'heure, qui pareil te fait les intros avec tout le monde. Donc ça, ouais, c'est vraiment cool. Et je crois pas qu'il y ait beaucoup d'autres pays qui aient ça. J'accélère, désolé, hein. Ouais, bien sûr. Volontairement, parce que là, je vois l'heure défiler et je vois le nombre de questions qui s'ajoutent. Donc, si on m'entend à la régie, nous n'acceptons plus de nouvelles questions. Il faut qu'on arrête de faire ça en disant, mais oui, continuez pendant qu'on tourne, envoyez-nous vos questions. Alors, tu sais quoi, on y va, j'enlève même la virgule sonore et je te les envoie comme ça. Okay. Une autre question de Geoffroy. Quel achat de moins de 50 € a eu le plus d'impact sur votre vie ces derniers temps ? Il est sympa. Je pense qu'il a quelque chose en tête. Il a un truc. Une question comme ça, il sait normalement quelle est la réponse. Alors, peut-être lui, mais moi non. Et alors, c'est une question philosophique. Ouais, je réfléchis. Alors, je vais... en vrai, j'étais toujours à 0 de batterie, donc je me suis acheté une batterie externe, ça m'a un peu changé la life. Et j'ai pris un abonnement Cooltra pour, par exemple, j'étais en retard et j'ai mis 4 minutes pour venir ici, en respectant quasiment tout le code de la route, et ça m'a coûté moins de 50 €. Ouais. C'est l'amende. C'est ça, c'est l'amende que je vais recevoir. Écoute, je poursuis. Maxime. Alors bonjour Gauthier, une question que je veux te poser depuis très très longtemps. C'est qui est ton comédien préféré et pourquoi est-ce que c'est François Lambrouille ? Et il avait la réponse. Donc Maxime est notre Head of Forward Deployed, qui était à Palantir New York et qui a rejoint H et Paris, qui ne connaissait pas parce que, comme vous l'avez entendu, c'est un Flamand, un Belge. Et effectivement, on partage cette passion commune pour François Damiens, que je salue, qui vient prendre ses vacances dans notre petit village en Bretagne, sur l'île de Groix. Ouais. Et ouais, c'est vrai que je peux vraiment beaucoup rire devant, même en regardant 50 fois la même... Tu disais que tu aussi venais de Palantir. C'est un sujet, ça, dans ce petit monde d'IA, de passer chez les uns, chez les autres. Ouais, alors je pense que c'est un gros sujet aux US. Hein. Quand tu vas à SF, les gens, limite, ils hedgent leur portefeuille de stock options. Donc ils disent, ok, j'ai fait un an là, je vais faire un an là, etc. Comme ça, s'il y en a une qui marche, je serai dedans. Ça, c'est une chance qu'on a en France. C'est qu'on n'a pas ça. Vraiment, tous les chercheurs, tous les ingénieurs
qu'on a. Ils ont eu plein d'offres, ils les ont refusées. En fait, une fois qu'ils ont choisi, ils vont... Bah ouais, je pense qu'il y a l'ambition du projet qui est importante. Si tu veux avoir les meilleurs, faut être en Ligue 1. Si tu es en Ligue 2, tu n'auras pas les meilleurs. Et puis en plus, en France, rejoindre une GAFAM, c'est pas tout à fait la même chose. Tu es dans un bureau quand même périphérique, tu es numéro 400 000. Certes, c'est de l'argent assuré, mais tu peux pas te dire, putain, je parie sur cette boîte et je vais faire changer le cours de l'action grâce à mon travail. Si tu es chez Google, ça va être dur de faire changer le cours de l'action de Google avec juste ton boulot. C'est possible peut-être, mais ça va prendre du temps. Donc ça, la loyauté, on la trouve vachement en France, ouais. Je ne sais pas quel est le lien de loyauté qui te lie à Étienne, mais je te laisse découvrir sa question. Ma question est très simple. À quand l'ouverture d'une filiale de H Company à l'Armor-Plage ? Donc on comprend qu'il y a des petites ascendances bretonnes. Exactement. Bah ouais. Après, j'adore les Français. C'est l'endroit le plus près de New York. C'est vrai. Ouais, j'ai grandi dans ce petit village qui vient de la citer. Conquête de l'Ouest. Je suis pas sorti de ce village avant longtemps, mais j'ai découvert la France et les Français. J'adore ce pays aussi. Non, je rigole. Ouais, j'ai grandi en Bretagne et effectivement, ce serait un rêve d'ouvrir un bureau là-bas. D'autant Vraiment, que maintenant, on a le TGV. En 2h50, Lorient, il y a plein de startups qui s'installent. C'était pas vraiment du style pourquoi aller là-bas, mais ça peut faire partie des projets. Peut-être pas tout de suite. Ouais. Je rassure les investisseurs. On va pas. Mais non, la Bretagne a un potentiel énorme. On a un super climat, contrairement à ce que les gens pensent. Tout est simple. On a les meilleurs taux de réussite au bac. On a vraiment des bosseurs, je pense, dans notre pays, dans notre région. Donc c'est pas complètement impossible. Après, il y a plein de scale-up qui ont envoyé des bureaux de dev en région, dans des villes métropoles ou pas, des villes plus petites. Donc ouais, non, c'est pas exclu. Alors c'est vrai que l'Armor ce serait une première, mais voilà. Ouais. Il faut une première à tout. Qui est Luciana ? Luciana est une de mes anciennes élèves quand j'étais prof à Sciences Po et elle vient de rejoindre H après être passée par Albert School. Alors, elle ne connaît pas encore 40 nuances de Next, mais là, la question qu'on pose toujours. Aïe. Parce que c'est notre projet. Et donc, elle a même son jingle pour cette question. Salut Gauthier, ma question pour toi est la suivante. Si tu étais élu en politique demain, quelle serait ta première décision ? C'est une très bonne question et c'est vrai que Luciana, j'ai oublié de le préciser, mais elle est adjointe au maire de Vincennes en charge des jeunes. Donc ça m'étonne pas qu'elle me pose cette question, on discute souvent de tout ça. Alors moi j'ai grandi dans un petit village en Bretagne, j'ai eu la chance d'être dans une petite école sur la plage avec tout le monde. Le fils du primeur, le fils du magistrat, et ça j'ai vraiment aimé grandir dans cet environnement-là. Mais j'ai réalisé un truc quand même, c'est que en France on a les meilleures études, c'est gratuit, mais il faut quand même connaître un peu les clés du labyrinthe, savoir dans quel endroit aller et tout. Et à ce moment-là, j'ai un peu réalisé, j'avais une amie qui adorait la médecine et qui s'était inscrite du coup en école pour être, je crois, aide-soignante en 2 ans, comme ça elle pouvait travailler rapidement. Et je lui dis mais t'as envie de faire médecine, pourquoi tu fais pas médecine ? Je l'ai vachement poussée, ses parents étaient contre parce qu'ils pensaient que ça marcherait jamais, elle aussi. Et puis finalement, elle est super forte pneumologue, cancérologue. Je confonds toujours les deux, mais elle fait beaucoup des cancers du poumon. Elle sauve des gens. Voilà. C'est ce qu'il faut retenir. Exactement. Et donc... si tu connais pas le parcours... Mais c'est ça, en fait, et puis il faut juste que quelqu'un puisse te dire à un moment, oui, médecine c'est 5%, mais si tu fais ça, ça, ça et ça, et que tu le fais en 2 ans, t'as toutes les chances. Et donc c'est souvent pas grand-chose, c'est vraiment pas grand-chose. Moi j'ai eu la chance dans ma famille d'avoir des oncles, des grands-parents, etc. qui m'ont dit, c'est possible d'être ingénieur. L'égalité des chances, ça commence par l'égalité de la connaissance. Exactement. Tu peux pas le dire mieux que ça. Et c'est vrai que du coup, c'est un projet perso que j'ai fait un peu à côté. On pourra en parler, qui s'appelle Rêvons, qui essaye de faire ça. C'est d'ailleurs pour ça que je suis devenu prof. Mais je pense que je ferai en sorte effectivement que, en fait, tout le monde puisse exprimer c'est quoi son job de rêve et qu'on puisse les aider à aller dans cette direction. Parce que je pense que on est plus heureux quand on fait son job de rêve, mais aussi on a une meilleure société
quand chacun trouve son dream job. Quand tu parles à quelqu'un qui adore son job, tu le vois. Enfin, toi, je pense que t'as le sourire, t'es content, et les gens autour de toi en bénéficient. Donc je pense que c'est... ce serait ma mesure. C'est la même logique que Edge. Tu prends le rêve de fin... et après on va mettre tout ce qu'il faut pour que ça arrive au bout. Pas mal, beau parallèle, ouais. Je te propose de faire ta carte blanche, notamment sur l'IA pour l'État, si ça te va. Ouais, à moins ok, que très bien. T'aies prévu autre chose. Je pensais que tu allais aller là-dessus pour moi président. Oui, c'est vrai que en fait j'avais ces deux trucs, l'IA pour l'État et le projet un peu éducatif que j'avais monté. Ouais, je peux parler de... Carte blanche pour 40 nuances de Next. Histoire de quand même placer nos jingles. Non, bah ouais. Alors, j'ai envie de parler un petit peu de mon projet perso qui s'appelle Rêvons, mais après je te ferai en une phrase le truc sur l'État. En fait, c'est vraiment parti de ce concept-là et je me suis dit, mais comment on fait concrètement, parce que moi j'ai eu la chance de parler, mais comment on fait pour que ça soit plus général, et donc je me suis dit ok, on va faire un truc très simple, on va aller dans les classes, collège, lycée, et on va faire passer une feuille et vous écrivez votre job de rêve sans aucune limite. Vous voulez être président de la République, vous mettez président de la République, et donc on récupère ces 25-30 idées, et ensuite 15 jours après je reviens dans la classe avec des gens qui exercent ce boulot là ou qui sont assez proches de ce boulot là, et donc entre mes études, mes potes, etc., c'est souvent assez facile de trouver quelqu'un qui peut en parler. Et l'idée, c'est que ce soit quelqu'un qui puisse en parler hyper simplement, en 2-3 minutes, en disant voilà ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Ok, t'es en seconde, prends cette option-là, prends pas ça. Et puis de laisser un contact pour que le moment à 23h59 où il faut envoyer une lettre de motivation, on ne sait pas quoi faire, qu'on l'appelle et qu'il soit ok pour répondre. Donc des trucs très simples. Souvent c'est quelques minutes de déblocage, mais voilà. Et j'avais un peu de mal à rentrer dans les collèges-lycées. J'ai rencontré un inspecteur d'académie qui m'a dit t'auras toujours du mal, fais prof pendant 15 jours, je te mets remplaçant, prof de maths. C'est comme ça que t'es devenu prof de maths? C'est comme ça que je suis devenu prof de maths. Non mais ok. C'est presque un hasard. Ouais, c'est quasiment par hasard, ouais. Et parce que sinon c'était trop difficile de rentrer dans l'éducation nationale pour pousser le projet. Ouais, c'est quand même un milieu déjà que je connaissais pas bien, et puis il faut trouver du temps. Les profs, ils ont leur programme à faire, enfin c'est difficile de libérer une heure et tout, donc c'est plus facile de l'intérieur. Et donc je dis ok, mais moi j'ai un job qui commence, donc je commençais un nouveau job, et donc je dis je commencerai que dans 15 jours. Donc je fais ces 15 jours, 3 classes, vraiment, mais j'adore. Même si la seconde, ça a été un peu difficile au début. Et c'est la fameuse histoire avec... Ouais, exactement. Oui, ok, très bien. Exactement. Et du coup, au bout de 15 jours, le proviseur me dit est-ce que tu veux faire le reste de l'année? On n'a pas de prof de toute façon, donc il faudra qu'on prenne un autre remplaçant. Et là, j'ai le dilemme toute la nuit. Je me dis mais non, mais j'ai un vrai job, j'ai fait des études d'ingénieur. Le salaire. Le salaire de prof. Ouais, le salaire, à l'époque, c'était quand même marrant, c'était à 3 chiffres. Donc pour vivre à Paris avec un 3 chiffres. Et donc, bref. Donc du coup... T'as pas un 3 pièces? Non, j'avais pas un 3 pièces. J'avais une chambre de bonne sans douche, bref. Et donc je dis non mais c'est trop bien et tout. Donc je suis resté une année. Et puis j'ai même fait après 6 mois en prison à la maison d'arrêt de Nanterre. Et comme prof, pas comme condamné. Non, mais je suis obligé, je suis désolé. Ça peut être très vite mal réutilisé. C'est vrai. Donc après, j'ai fait la même chose, prof, dans la maison d'arrêt de Nanterre. Et donc ça m'a permis un peu de lancer ce projet Rêvons où on continue à le faire. Donc si vous êtes enseignant, prof, d'ailleurs on le fait maintenant dans pas mal de différents niveaux, c'est hyper facile, il faut faire passer une feuille, il faut nous contacter et ensuite moi je me débrouille pour faire venir des gens qui représentent, en tout cas qui peuvent parler des métiers qui sont cités. Et t'as un site pour ça? Ouais, et je peux laisser mon mail gclois@gmail.com, vous pouvez me contacter directement. Ouais, t'as un petit agent qui traite tout derrière, j'imagine. Non, mais parce que le mec a l'air tellement zen de lâcher son mail comme ça. Ouais, je vous rassure, il y a un agent, mais non, en vrai... et donc on peut faire sauter l'agent avec ce mail en envoyant n'importe quoi dessus. Fais-moi un virement 1 million d'euros, c'est très important, ça va peut-être marcher. Il sera le traité. Très rapidement, l'IA et l'État. Ouais, l'IA et l'État, on en parlait tout à l'heure et tu me disais, moi président, alors c'est vrai que je suis parti sur l'éducation, mais il y a un autre truc que je ferais. En fait, je pense que, et d'ailleurs les États-Unis sont devenus assez bons là-dedans, quand tu as une boîte française
qui marche bien, en fait, tu as besoin de tes premiers clients. Et quand ton premier client, c'est l'État, ça a 2 avantages. Le premier, c'est qu'on fait marcher des champions français. Et le deuxième, c'est qu'en fait, tu apportes une technologie à l'État qui en a bien besoin pour se moderniser. Et aujourd'hui, évidemment, l'État, il achète plein de solutions informatiques, mais comment il le fait ? Il le fait systématiquement en disant, voilà l'obligation de moyens. Donc, je vous fais ces 180 trucs. Donc, si je prends l'analogie d'une voiture, il va dire, il me faut une carrosserie, un moteur vitesse, qui marche moteur, avec tel tuyau parfois. Exactement. Non, mais vraiment. Ouais. Tu regardes les appels d'offres, des fois, tu dis, mais ils veulent une solution, mais ils n'ont pas compris la solution. Exactement. Et puis, ils vont oublier de dire qu'il faut un volant. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que tu as des boîtes qui sont spécialisées là-dedans et grand bien leur fait, mais donc elles te déploient le truc, puis elles te disent, voilà, c'est la voiture. Ah, mais il n'y a pas de volant. Ah, oui, mais vous n'avez pas demandé de volant. Ah, ok, on rajoute... c'est 50 millions pour rajouter un volant. Ah, on a déjà dépensé 50, on va rajouter 50. Ouais, mais elle démarre, mais au bout de 30 secondes, elle cale. Ah oui, vous aviez dit qu'il fallait qu'elle démarre et qu'elle avance, pas combien de temps, etc. Et donc, en fait, tu te retrouves avec des projets qui prennent des années, qui généralement apportent rien du tout. Parfois, on le sait, sorti dans les news récemment, je peux en visiter les projets. Le canard et... ouais, voilà. Souvent... Il y a plein de projets qui fail, et est-ce qu'on peut en vouloir aux boîtes qui rentrent dans ce jeu ? En fait, c'est le jeu. Et donc moi, alors oui et non quand même, parce que même si tu gagnes l'appel d'offres, ton devoir à un moment, c'est quand même de dire, par contre, on a identifié ça faisait pas partie de l'appel d'offres, mais attention, sinon... Non, mais je suis complètement d'accord avec toi, mais je pense que si on veut résoudre ce problème, en fait, il faut changer le jeu. Il faut changer le jeu, et parce que tu parles à ces boîtes et elles vont dire oui, mais si moi je fais ça et que l'autre le fait pas avec ça. Donc en fait, il faut changer le jeu. Et comment tu fais ? C'est hyper simple. Au lieu d'acheter sur une liste de trucs, de toute façon, tu sais pas si ça va marcher, il faut acheter un résultat. Donc si tu veux moderniser ton hôpital, par exemple, je reprends l'exemple qu'on avait tout à l'heure, t'achètes pas sur je veux que la solution fasse 5000 trucs qui ont été collectés de besoins, machin, il y a 3 ans, les gens ont oublié, et puis en fait, de toute façon, c'est obsolète déjà. Tu dis, voilà, moi je paye si vous avez divisé par 2 le temps d'attente aux urgences avec, et puis évidemment, tu mets tous les trucs quand même pour que... Mais donc t'achètes sur le résultat. De ça. Ouais, et en fait, si tu délivres pas le résultat, t'es pas payé, en fait, mais comme dans tout le reste du monde. Si tu commandes un truc au resto et que t'as pas la bouffe, tu vas pas payer l'addition. Alors certes, Gauthier, mais par contre, si toi tu dois encaisser en tant que boîte 3 ans de développement d'un projet... et mais du coup, les frais, tout. Du coup, tu fais pas 3 ans. Ouais. Tu fais ça de façon smart. Alors effectivement, tu peux être payé peut-être si tu le fais d'abord sur un service, on te paye ensuite. Mais ouais, il faut aussi prendre ton risque en tant que boîte. Et ça, c'est sûr que c'est plus facile de recevoir l'argent avant. Et moi, je me place vraiment là. Je suis sorti de l'entrepreneur, je me place du point de vue de l'État. Après, en tant qu'entrepreneur, je serais en train de négocier en disant ouais, mais il me faut un peu machin. Pourquoi pas, tu vois, trouver des manières. Non, mais après, ça peut être comme un rachat de boîte. Tu as une partie upfront et puis tu as un reste en. Tu peux avoir un peu ça. Exactement. Mais tu peux aussi avoir un produit qui marche déjà, en fait, que tu as déjà développé. Tu n'étais pas obligé d'inventer la roue à chaque fois. Donc, tu peux avoir un produit qui marche déjà et te dire, ouais, ok, réduire le temps d'attente aux urgences. En fait, je sais que mon produit, demain, je le mets et il fait ça. Et donc, attendez demain et payez-moi demain. Et ça, je pense que ça changerait non seulement l'État, on serait quand même plus content d'avoir notre argent qui est dépensé pour des vrais résultats, mais aussi, ça donnerait des chances à des boîtes qui ont des solutions incroyables, mais qui ne peuvent pas rentrer parce que elles n'ont pas la moumoute sur le truc à l'endroit déjà le temps de remplir et en plus, l'administratif derrière. Ouais. Tu vois, l'état d'esprit, c'est d'adapter ton besoin à ce qui existe sur le marché versus aujourd'hui un appel d'offres, et les entreprises doivent s'adapter à cet appel d'offres. Exactement. Et alors que, oui, mais il faudrait que les gens connaissent le besoin et qu'est-ce qu'il y a sur le marché. Et du coup, le besoin, ça peut être juste un résultat, en fait. Au lieu de dire j'ai besoin d'une nouvelle solution, tu dis voilà, moi en fait tout le monde se plaint, les gens, j'ai 0 sur 5 pour aller refaire mon passeport, je veux que ce soit 5 sur 5 de satisfaction, ou 4, voilà. Je veux que ça dure moins de 15 jours. Je veux que si j'ai une coupure d'eau, la personne ait moins de 24 heures pour qu'elle soit résolue, ou d'internet, ou etc. Et donc en fait, si tu pars de ça, tu vas avoir des solutions beaucoup plus créatives que je fais un truc sans volant, machin, qui marche pas. Et 2, en fait, tu vas vraiment créer, parce que celui qui réussit, il y en a qui vont pas réussir, mais celui qui réussit, alors là, il a un boulevard. Et il va pouvoir aller dans les autres pays en disant, regardez, moi j'ai réussi à diviser par 2 le temps d'attente à la Sécu, aux urgences ou au commissariat. Et
Et c'est comme ça, je pense, que tu crées des champions. Et c'est pas un truc complètement sorti du... Les Américains, ils font de plus en plus ça. Et en fait, ça marche. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'une boîte comme Palantir, qui était toute petite, avec des énormes géants qui ont une énorme capacité de lobbying, c'est comme ça qu'ils ont perdu pas mal de parts de marché. Gauthier, moi j'ai un besoin. J'aimerais multiplier par 2 le nombre de femmes entrepreneurs inspirantes qui s'arrêtent dans notre média. Et pour ça, on a une rubrique en clin d'œil au collectif Sista. C'est Sista. Et je vais te demander de nous recommander une brillante entrepreneur qu'on pourrait recevoir à ce micro. Ok, j'ai presque envie d'en recommander 2. Alors après... Oui, très bien, mais de toute façon, commence à décaler un peu de retard. Ouais, très bien. Mais je vais faire très vite. Vas-y. J'ai d'ailleurs une de mes anciennes élèves de la classe de première qui a créé une entreprise qui s'appelle Carmama, qui s'appelle Héloïse Guillemot. Et elle fait des super plateaux, mais c'est plus que ça. Elle expliquerait mieux que moi. Pour les entreprises, elle nous a fait un super petit-déj. Elle est partout. Repas. Okay. Exactement. Et c'est des produits hyper bons, hyper sourcés. C'est génial. Et la deuxième, c'est... je pensais à Julie qui m'a posé la première question. Julie Huguet, qui est directrice de la French Tech, mais qui avant a créé une boîte trop intéressante qui s'appelle Coworkies en France, qu'elle a développé à l'international, qu'elle a vendu à un groupe coté freelance.com. Elle a ensuite été dans ce groupe-là. Qu'on a reçu aussi dans... Ouais. Avec grand plaisir. Et elle nous aide aussi beaucoup, comme elle aide tous les entrepreneurs de la French Tech. Et donc, je pense que vous passeriez un bon quart d'heure. Eh ben, on va faire un double jeu, double question. Une question pour, j'ai oublié le nom... Héloïse. Héloïse, merci. Ouais. Tu peux lui t'adresser directement à elle. Ok. Pose-lui ta question, on lui diffusera comme on a diffusé les questions surprises qui t'ont été proposées tout à l'heure. Ok, trop bien. Héloïse, je sais que tu as créé plusieurs boîtes et tu dois avoir au moins 10 ans de moins que moi. Quelle est cette énergie qui te pousse à créer ? Et la même chose, même exercice pour Julie Huguet. Julie, tu as créé ta boîte depuis la Savoie et tu as fini dans un grand groupe coté français. Qu'est-ce qui a été le plus dur dans cette transition ? Les messages sont passés. J'essaye de rebalayer, Florent, tout ce qu'on s'était dit. Est-ce qu'il y a des choses on va repartir et se réveiller dans la nuit en se disant mais merde, on a complètement oublié de challenger. Ah si, on peut lui challenger sur une dernière question. Parce que c'est toi qui nous l'as un peu inspiré tout à l'heure. Je trouve que ça résume bien ton état d'esprit, à la fois en tant qu'entrepreneur, que personne, et aussi que manager. C'est-à-dire à la fois laisser aux équipes la capacité à prendre du risque, tu vois, à vraiment à innover en interne et à outrepasser la fiche de poste basique, parce qu'il n'y en a pas chez H, on a compris. Tout le monde bosse dans cette dynamique assez transverse, et toi, tu le montres bien. Et du coup, la question, et peut-être que tu expliqueras pourquoi, mais c'est ce dernier mois, où est-ce que tu as échoué ? C'est une très bonne question. Alors là, j'ai 30 trucs qui me viennent en tête. Le tri est en cours. Il fait le même process que maintenant, tu peux voir, comprendre par quoi ça passe. Juste avant-hier, on avait prévu de faire une répétition importante. Donc j'étais aux États-Unis, on avait prévu de faire une répétition importante. Il y avait toute l'équipe. On avait même quelqu'un qui était venu de l'extérieur. Et j'avais dit le lundi, pour le vendredi, j'avais dit, on trouve pas de créneau, c'est pas grave, je me mettrai mon réveil à 6h du mat et je le ferai des États-Unis à 6h du mat. Et je me couche tard. Et le lendemain matin, je me réveille à 8h. Et je vois 30 messages sur mon téléphone. Et j'ai loupé le truc. Et ouais. T'as dit quoi ? Oups. J'ai dit, c'est pas de ma faute, vous auriez dû. Ouais, non, c'est sûr que c'est lag. Ouais, en fait, tu sais, quand t'es dans un déplacement et que t'as plein de trucs et ça finit à minuit, le lendemain, on te dit on vient te chercher à 8h à l'hôtel et bam. Tu dis ok, très bien, je vais me réveiller à 7h58 et pour dormir un peu. Et puis en fait, j'ai pas du tout regardé mon calendrier. Enfin bref. Voilà. Ça arrive. Petit fail. Et s'il y en avait qu'un. Ouais, l'idée, c'est de faire moins de fails que de réussites, mais et c'est seulement à la fin qu'on sait si ça fonctionnait. Qu'est-ce que tu te souhaites à toi et à l'entreprise ?
Eh ben, à l'entreprise, on est en passe de le devenir, mais je continue à souhaiter qu'on devienne un champion mondial sur notre niche, mais qu'on soit champion mondial. Et ça, j'ai une grande ambition pour H et je sais qu'on va y arriver. Et à moi, de quand même profiter de cette aventure. En fait, la vie, elle est assez courte. On a quelques tranches dans notre vie professionnelle, c'en est une. Et en fait, faut pas se dire qu'il y en a un nombre illimité. Donc, en profiter, ça veut dire profiter aussi des gens, avoir dans la boîte des relations qui créent un peu du bonheur en fait autour de soi, pas juste de la valeur, parce que ça fait pas tout. Ouais. La dernière question, tu peux répondre par oui, non, peut-être. Quand vous serez le leader mondial, est-ce que tu reviendras à ce micro? Non, là, je serai au-dessus largement. Avec plaisir. Eh ben, écoute, on s'en rappellera en tout cas quand t'as eu et on affichera ta photo en très grand dans le Hall of Fame. C'est un plaisir de t'avoir. Avec Merci plaisir. pour la transparence et pour le coup la pédagogie, parce que maintenant je pourrais le dire, c'est officiel. J'ai compris ce que fait H. Avec plaisir. Merci Merci à à vous. toi aussi, Florent. Feuille blanche. 40 nuances de Next.